table ronde de cette journée. Oui. Sur l'intérêt économique des Français de l'étranger. Alors les chiffres varient très fortement sur les Français de l'étranger. Ça va de 2,5 millions à 3 millions. C'est l'équivalent, j'ai regardé. Estimation, on ne connaît pas les chiffres exacts. 800 000 enregistrés, c'est ça seulement 1,6 million. Alors, 2,5 millions, c'est l'équivalent de la population de la Lituanie, j'ai regardé, qui afficherait un PIB de 50 milliards de dollars. Alors évidemment, ça va être difficile de dire que l'apport économique des Français de l'étranger correspond au PIB de la Lituanie, mais on va essayer aujourd'hui de parler de l'apport économique de ces Français de l'étranger au cours de cette table ronde. Vous avez millions d'expatriés et d'entreprises aussi installées à l'étranger pour tenter l'aventure internationale. Et pour introduire la discussion, je vous propose d'écouter Anne-Marie Descottes, ici présente, directrice générale de la mondialisation, du développement et des partenariats au ministère des Affaires étrangères. Voilà, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, je dirais même chers amis, si vous permettez, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes que je reconnais et que je côtoie depuis longtemps dans des fonctions anciennes et plus récentes. Et c'est vraiment un plaisir de vous voir. Alors je trouve ce petit dessin particulièrement réussi et stimulant. Et donc, je vous rassure, on a déjà changé les piles. Alors, on espère qu'on va éclairer très loin en matière de rayonnement. Merci à Madame la Ministre de m'avoir invité à ouvrir cette table ronde consacrée donc au rôle des Français de l'étranger et leur intérêt, l'intérêt économique qu'ils représentent pour notre pays. C'est un intérêt absolument évident et je pense que tous les travaux et tous les échanges que vous avez eus depuis ce matin l'ont montré. C'est un rôle que nous voyons d'ailleurs comme un rôle double, puisque il y a bien sûr une problématique dont on parle souvent et vous aviez, Madame la Ministre, travaillé sur ce sujet qui est celui d'aider, de faciliter le retour des Français qui s'expatrient pour qu'ils puissent revenir dans les meilleures conditions lorsqu'ils choisissent de revenir. Et puis, en même temps, il faut savoir aussi travailler avec tous ceux qui sont établis hors de France depuis plus ou moins longtemps et qui, chacun à leur manière, peuvent contribuer au rayonnement de notre pays. Ce sont aujourd'hui près de 2,5 millions de Français qui vivent à l'étranger et qui sont donc des relais extrêmement précieux dans tous les secteurs dans lesquels ils sont présents, des relais, des appuis de l'ensemble du travail qui est fait par l'équipe France qu'anime dans chaque pays l'ambassadeur et son équipe. Alors, c'est peut-être d'autant plus vrai aujourd'hui que les Français qui s'expatrient sont de plus en plus jeunes, avec l'accroissement de la mobilité étudiante, le dynamisme des programmes de volontariat international en entreprise, mais pas uniquement. Et puis toutes les nouvelles opportunités qui sont offertes par les sociétés internationales dans le domaine de l'innovation, mais dans les domaines plus traditionnels aussi. Et c'est vraiment sur cette génération qu'il faut plus que jamais s'appuyer. Alors, je voudrais souligner 3 points en ouverture de cette table ronde. D'abord, dire pourquoi les Français, tous ceux qui s'expatrient, sont des relais essentiels pour promouvoir l'attractivité de notre pays. D'abord parce que lorsqu'ils sont jeunes expatriés, ils ont une image, je dirais, très fraîche, très actualisée de notre pays et ils peuvent expliquer ce qui s'y passe et expliquer aussi pourquoi des investisseurs étrangers peuvent avoir intérêt à venir en France. Et nous avons vu encore tout récemment au cours de l'opération du mois de l'investissement en France
que nous avons rebaptisé Invest in France Month en bon français, qui s'est déroulé du 15 septembre et qui va continuer là sur le mois d'octobre. Nous avons pu faire intervenir dans de nombreux pays, aux côtés d'investisseurs déjà établis en France, des Français expatriés qui, travaillant dans des entreprises étrangères, peuvent expliquer en quoi la France est attractive pour des décideurs économiques étrangers. Donc nous avons vraiment tout intérêt à travailler ensemble. Nous avons beaucoup d'échéances dans les années à venir pour lesquelles nous aurons besoin de nous appuyer sur les relais de l'ensemble des Français établis à l'étranger. Je pense notamment aux candidatures de la France aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ou encore à l'exposition universelle de 2025, où il y a vraiment besoin que tous, dans tous les domaines, se mobilisent pour vanter l'attraction de la France, parce que ça contribuera à faire réussir notre candidature. Mais, et c'est le deuxième point, je vous rassure, et c'est pour ça que je disais que nous avons changé les piles plus structurellement. Nous disposons de réseaux organisés, efficaces, qui se mobilisent au quotidien au service de l'accompagnement de nos entreprises à l'export. Vous les connaissez, mais je voudrais insister sur le fait que nous travaillons aujourd'hui de manière beaucoup plus resserrée et rationalisée avec eux. Ce sont d'abord les chambres de commerce et les conseillers du commerce extérieur. Les chambres, elles, jouent un rôle vraiment central dans l'animation des communautés d'affaires, aussi bien dans les activités de conseil aux entreprises que pour des services d'ordre logistique, l'obtention de visas, fourniture d'interprètes, prestation de transport, mise à disposition de bureaux. Et puis les conseillers du commerce extérieur, eux, qui apportent une contribution extrêmement précieuse, tant en ce qui concerne leur analyse, leur connaissance du terrain et de l'activité conjoncturelle ou sectorielle d'un pays, que en ce qui concerne l'étude des stratégies des grands groupes. Et ça, c'est extrêmement précieux pour les investisseurs. Et puis nous avons bien sûr les conseils économiques dans les ambassades, dans le cadre de la mission pour la diplomatie économique que le ministre Laurent Fabius leur a fixé, et à la demande du ministre, les ambassadeurs doivent aujourd'hui tous réunir régulièrement un conseil économique autour d'eux, conseil composé des services publics d'appui aux entreprises, mais aussi des acteurs privés les plus représentatifs de la communauté d'affaires présente localement. Donc évidemment cela varie selon les pays, mais en général on a donc les présidents des chambres de commerce, les membres les plus actifs de la communauté des CCEF, les chefs d'entreprise, grands groupes ou PME, des directeurs locaux de Business France et d'Atout France, ou bien encore des économistes dont l'expertise peut nourrir les travaux de ce conseil économique, dont le rôle, comme son nom l'indique, est de conseiller et d'éclairer l'ambassadeur dans les choix qu'il peut proposer aux entreprises qui viennent le consulter et bien sûr à Paris à l'administration centrale. Alors il y a vraiment un effort très important depuis 2 ans, à la fois de rationalisation, d'organisation, de renforcement de la coordination entre tous les acteurs. Et je crois que ce qui est important, c'est de dire aussi que pour être efficace, les acteurs français ne doivent pas travailler uniquement entre eux et être bien sûr constamment ouverts sur l'extérieur et sur les étrangers. D'abord parce qu'il s'agit de convaincre des étrangers, mais parce qu'on peut s'appuyer aussi sur des étrangers pour vanter l'attractivité de la France. Et le fait d'établir des liens avec des acteurs économiques étrangers, c'est même cela rend, je dirais, le discours encore plus efficace. Et nous avons de nombreux relais naturels. Nous avons d'abord beaucoup d'associations d'anciens élèves, anciens étudiants, anciens stagiaires, anciens boursiers, dans lesquels se côtoient des Français et des étrangers. Et nous devons, je crois, mieux utiliser ces réseaux absolument exceptionnels de gens, jeunes ou moins jeunes, qui ont un lien avec la France, un lien qui s'est tissé au moment de leur période de formation. J'ai dit anciens élèves de lycées français, de grandes écoles, anciens VIE, et c'est à ça que sert le réseau Alumni
qui a été mis en place à la demande du ministre des Affaires étrangères et du Développement international par Campus France il y a un an et qui est largement ouvert non seulement à tous ceux qui veulent s'y inscrire, mais à tous ceux que ces réseaux intéressent. Et je pense à tous les acteurs que j'ai déjà cités, les chambres de commerce, bien évidemment, les entreprises, le MEDEF et tous les acteurs qui souhaitent pouvoir en tirer profit. Troisième et dernier point, la promotion de la marque France à l'étranger. Je voudrais, puisque le Premier ministre achève aujourd'hui un déplacement au Japon. Et vous avez certainement lu qu'il avait lancé au cours de ce déplacement la campagne Creative France, qui a été élaborée par Business France. Et c'est une campagne qui vise donc à mettre en valeur, au travers de personnalités ou de produits français particulièrement connus à l'international, la créativité de la France. Et cette campagne, qui est une première dans cette forme et dans cette dimension, sera déclinée prioritairement dans 10 pays, avec comme support un plan média ambitieux. Et puis plus largement, et vous le savez pour ceux qui côtoient Business France, eh bien l'opérateur Business France mène d'autres actions très, très nombreuses pour promouvoir les avantages comparatifs de notre pays, contribuer à un meilleur positionnement de la France dans les milieux d'affaires avec des faits, des publications de faits, de chiffres incontestables qui viennent corriger un peu les idées reçues et les commentaires parfois critiques qui peuvent circuler ou qui n'ont pas été actualisés, contribuer à un meilleur positionnement de la France dans les milieux d'affaires avec des exemples et de réussites particulièrement intéressantes et innovantes et qui méritent d'être répliquées. Ils sont là aussi ces campagnes sont là pour aussi affirmer des points forts qui sont insuffisamment connus, la capacité d'innovation de nos entreprises, nos forces dans le domaine des technologies, la qualité de la formation, la qualité des infrastructures, la diversité des territoires, la productivité qui est une caractéristique française, la facilité à partir de la France d'accéder au marché européen, le fait qu'il y a une reprise de la croissance, elle est timide mais enfin elle est là, et de nombreux talents et beaucoup de moyens investis dans les domaines de la recherche et du développement. Bref, un travail de fond qui est mené par Business France pour susciter un réflexe France dans le développement stratégique des entreprises de dimension internationale. Voilà les quelques éléments que je voulais souligner en introduction. Et je vous remercie de votre attention et j'espère que le nouveau logiciel et les nouvelles piles que nous avons introduites dans notre système permettront au rayonnement d'agir plus loin, plus fort et de manière plus efficace. Merci de votre attention. Merci Anne-Marie Descotes. On va donc voir effectivement décrypter tout ça avec nos différents intervenants et commencer par Alix Carnot, qui est responsable du développement à Expat Communication. Vous avez une entreprise qui vient en aide aux Français qui partent s'installer à l'étranger, également aux entreprises qui souhaitent organiser l'expatriation de leurs collaborateurs. Vous avez réalisé une étude, c'est ça dont vous venez nous parler notamment, sur la carrière des conjoints des expatriés. C'est des profils sous-utilisés, c'est ce que vous nous direz sûrement. Jean-Yves Lecomte, vous êtes sénateur représentant des Français de l'étranger depuis 2011 et vous avez aussi été le vice-président de l'Assemblée des Français de l'étranger. Marc Villard, président de l'Assemblée des Français de l'étranger, fondateur d'une entreprise d'import et de distribution de cosmétiques au Vietnam. Vous êtes au Vietnam depuis 25 ans. Vous êtes une des figures de l'expatriation. Dominique Brunin, délégué général de CCI France Internationale. Vous êtes présent dans 83 pays et vous publiez chaque année, on va en parler, un baromètre sur l'état d'esprit des PME et des ETI sur l'international, étude qui révèle un grand appétit pour l'international et qui révèle aussi les obstacles que rencontrent les dirigeants. Alain Bentejac est là aussi, je crois, il est là, président du comité national des conseillers du commerce extérieur de la France. Vous représentez 4300 personnes dans le monde, dans 146 pays. C'est des expatriés qui aident les entreprises françaises à rayonner à travers le monde et vous avez aussi pour mission de renforcer l'image de la France, la marque France. On va en parler, vous nous direz si ça représente un défi ou non.
Bruno Julien Laferrière, vous êtes président directeur général de la Banque Transatlantique, un établissement qui gère les comptes notamment de très nombreux expatriés. Je crois que 40% de vos clients vivent à l'étranger. Et donc vous connaissez parfaitement les avoirs et ce qu'en font les expatriés français. Alors on va démarrer tout de suite justement avec vous, Bruno Julien Laferrière. On va essayer d'évacuer la question qui fâche. On va parler d'impôts. C'est aussi une manière de participer à l'économie française. Est-ce que vos clients, qui sont souvent expatriés, payent des impôts en France ? Ça commence très fort. Oui, il faut savoir qu'il y a deux catégories d'expatriés. J'ai envie de dire l'expatrié fiscal, je pense qu'on va peut-être évacuer le sujet assez rapidement, dans la mesure où il y a, on va dire, 2,5 millions de Français à l'étranger. On estime qu'il y a environ 800 foyers qui s'expatrient pour des raisons fiscales tous les ans, c'est une estimation. Donc en nombre de Français vivant à l'étranger, c'est totalement marginal. Alors bien sûr, en pouvoir d'achat, en investissement, c'est un autre sujet. Mais enfin, je dirais en nombre, c'est bien sûr tout à fait marginal. Le Français expatrié non fiscal, j'ai envie de dire, il faut savoir qu'il continue effectivement à payer des impôts en France parfois. Déjà, s'il est soumis à l'ISF sur des biens immobiliers qu'il a en France, il continuera à payer de l'ISF dessus. Il continuera à payer de l'impôt sur le revenu sur des loyers qu'il toucherait éventuellement d'immeubles qu'il a en France. Et il paiera également des impôts, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, bien souvent, sur les dividendes d'actions françaises. Un Français expatrié qui a des revenus fonciers ou des revenus de dividendes paiera des impôts en France, soit au barème, soit sur des bases en fonction des conventions fiscales entre 15 et 20%. Bon. Alors maintenant, sur cette population d'expatriés, j'ai envie de dire non fiscaux, et puis on va arrêter d'utiliser ce mot pour la suite de l'exposé. J'ai envie de dire qu'il a des caractéristiques tout à fait particulières, et je vais reprendre une étude très intéressante qui a été faite l'an dernier par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, avec des chiffres qui étaient très intéressants. Ça a été déjà un petit peu évoqué dans la journée. L'expatrié français est plus jeune que la moyenne des Français de France. Il est plus diplômé, donc il a plus de revenus. Donc c'est naturellement des catégories socio-professionnelles plus aisées, plus diplômées et plus, j'ai envie de dire, par exemple, plus stratégiques pour la notoriété de l'économie française. Ces Français expatriés, alors, également, une statistique intéressante que je tiens toujours de cette étude de la CCI, 40% de ces expatriés vivent dans 5 pays. Alors il se trouve que 3 sont aussi des pays d'expatriation fiscale, mais c'est un hasard. Donc la Suisse, la Belgique et la Grande-Bretagne. Et puis on rajoute l'Allemagne et les États-Unis. Et avec ce seul 5 pays, il y a déjà 40% des expatriés. Donc vous voyez, on est loin de l'exotisme que l'on pourrait imaginer. Et la Chine n'arrive en 11e position. Donc je donne juste ces deux chiffres pour dire que finalement, l'expatriation est extrêmement concentrée. Et si maintenant, on met l'ensemble des pays européens, c'est encore plus vrai. Donc l'expatriation aux 4 coins de la planète, bien sûr, c'est important, il y en a, mais j'ai envie de dire que le gros des troupes, il ne faut pas oublier, c'est situé chez nos voisins aux États-Unis. Autre caractéristique, 50% de ces expatriés sont embauchés par des entreprises locales. Donc là aussi, c'est une information importante. On est loin, mais comme ça a déjà été dit souvent ce matin, je peux y revenir, on est loin de stéréotypes de l'expatriation. Et c'est pour ça que nous, à la Banque Transatlantique, on préfère utiliser le mot des Français de l'étranger, parce que la connotation expatriée peut être un peu marquée au niveau package, voilà, un petit peu qui sont des notions qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité. Une multinationale aujourd'hui, qu'elle soit française, américaine, indienne, peu importe, elle se préoccupe peu de la nationalité des gens qu'elle embauche. Elle veut des compétences, elle veut que les gens parlent correctement la langue, mais après tout que le collaborateur soit indien, tchèque ou français, c'est vraiment plus le sujet. Donc voilà. Une expatriation, j'ai envie de dire, des Français de l'étranger qui appartiennent à des catégories socio-professionnelles plutôt élevées. Donc bien évidemment, cela contribue au rayonnement économique de la France, c'est une évidence. Je voudrais souligner également l'excellence de la réputation des ingénieurs, par exemple, qu'on forme en France. On a en France des écoles d'ingénieurs absolument extraordinaires que beaucoup de pays du monde entier nous envient. Et les ingénieurs français, je veux dire, on se les arrache dans le monde entier. Donc il y a des sujets d'excellence en France
qu'il faut savoir mettre en avant. Et les ingénieurs, pour moi, typiquement en font partie, mais naturellement pas uniquement. Alors on va y revenir, mais je vais rester sur le sujet pour l'instant de l'exil fiscal. Marc Villard, est-ce que les Français qui vivent à l'étranger, dont vous faites partie, sont des exilés fiscaux ? J'aimerais bien être un exilé fiscal, finalement. Ça prouverait au moins que j'ai de l'argent. Mais je voudrais faire un parallèle. Nous sommes à peu près 2 600 000 Français expatriés. Je ne sais pas, je vous laisse faire le calcul en nombre de ménages. Disons que ça fait 800 000 ménages. Savez-vous combien de ménages ne paient pas l'impôt sur le revenu en France ? Il y a à peu près 52% des ménages français qui ne paient pas d'impôt sur le revenu. Alors, savoir si les Français de l'étranger paient ou non des impôts en France, à mon avis, c'est sans objet. Si nous ne payons pas d'impôts en France, de toute façon, c'est en raison des conventions fiscales qui font que nous les payons dans notre pays d'accueil. Souvent plus élevés d'ailleurs que ceux que nous paierions en France. Ces mêmes conventions fiscales font que les étrangers résidant en France paient des impôts. Juste un chiffre pour vous fixer les idées. Dans le budget du ministère des Affaires étrangères, la part dévolue aux Français de l'étranger, en direct pour nos activités, etc., nous soutenir, l'enseignement, etc., est de, à la louche, 800 millions d'euros. Le Centre des impôts des non-résidents, le CINR dont nous dépendons, a encaissé l'année dernière, ou il y a 2 ans, au titre des non-résidents, 623 millions d'euros. Donc ce n'est pas une question. Je veux dire, c'est plus une question. Jean-Yves Lecomte, c'est une question pour vous ? Vous êtes sensible à cette question ? Bien entendu, sur cette question, actuellement, il y a un petit peu d'actualité. Et on est tous sensibles au fait que le droit doit être respecté. Donc, par rapport au sujet qui a fait le buzz ces dernières semaines, on est tous, bien entendu, sensibles au fait que le droit européen doit être respecté et qu'il y a quelques évolutions à faire en matière de CSG, CRDS. Maintenant, je suis sur la même ligne que Marc Villard sur ce point. Il y a les conventions fiscales. Bien entendu, il y a aussi des différences. Il y a une CSG, CRDS dont on discute en France ou en Europe de savoir si c'est un impôt ou une cotisation sociale, mais je ne pense pas que ce soit franchement le sujet. Quand on voit finalement ce titre, je ne pense pas qu'il faille commencer par cette question. Je vais plutôt vous dire que oui, bien entendu, les Français de l'étranger. D'ailleurs, ce n'est pas une question de nombre. C'est parce que j'ai presque envie de commencer mon intervention en rendant hommage aux Français qui sont restés en Iran pendant que finalement il n'y avait pas de relation commerciale possible entre la France et l'Iran. Parce que c'est ceux qui restent quand il n'y a plus rien, quand il n'y a plus de pouvoir, quand il n'y a plus de relations diplomatiques ou quasiment plus, qui finalement permettent de repartir et d'avoir l'espoir de pouvoir ensuite reconstruire lorsque la relation diplomatique se refait. De la même manière que ce matin, on évoquait la question de l'école de Damas. C'est-à-dire que les Français de l'étranger, lorsqu'ils sont dans un pays, en fait, ils sont là quand le reste s'en va, quand les grandes entreprises n'ont plus confiance, quand le pouvoir politique estime qu'il faut partir pour une raison diplomatique, humanitaire ou autre, il y a toujours des Français qui sont là, qui continuent de l'activité économique, et c'est sur cela qu'on reconstruit derrière, et qu'aujourd'hui on peut avoir des espoirs en Iran. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que finalement, on se rend compte aussi. Il y a eu une étude il y a quelques années qui a été faite sur plus de 300 entreprises françaises, entreprises étrangères, créées par des Français à l'étranger, et qui sont bien entendu à ce moment-là hors du champ fiscal français, sauf s'ils ont des biens en France. Ces entreprises, on constatait qu'elles avaient en moyenne 22 employés. C'était un hasard, c'était juste des Français dont on savait qu'ils avaient créé des entreprises à l'étranger. Et qu'ils engendraient en moyenne 22 emplois en France. Donc, plutôt le contraire, 22 emplois dans leurs entreprises à l'étranger, donc 22 emplois dans le pays dans lequel ils résidaient, et 19 emplois en moyenne en France. Alors que ces entreprises, finalement, le panel de base avait été des gens qui avaient simplement déclaré « Oui, je suis français, je vis à l'étranger et j'ai créé mon entreprise à l'étranger ». Et voilà ce que ça veut dire. À peu près 20 emplois créés dans son pays de résidence et 20 emplois créés en France compte tenu de la différence. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que finalement, à un moment où les négociations commerciales sont de plus en plus, finalement, des négociations culturelles, on voit bien, c'est plus des taux de douane, c'est comment on protège le consommateur, que finalement la connaissance de la culture, on peut l'avoir que si on est dans un pays depuis longtemps. Et que même s'il y a des compétences qui sont internationales, comme vous le signaliez, il y a aussi besoin dans un pays de gens qui connaissent bien et qui sont capables finalement d'être le poisson pilote. Et ces gens-là, c'est les Français de l'étranger qui sont là depuis longtemps et qui peuvent guider les entreprises. Et ça, c'est essentiel. Et après, la question, c'est de savoir comment
effectivement, les pouvoirs publics peuvent accompagner ces Français le mieux possible. Alors, on comprend effectivement que l'apport des Français de l'étranger est multiple. Table ronde de cette journée. Oui. Sur l'intérêt économique des Français de l'étranger. Alors, les chiffres varient très fortement sur les Français de l'étranger. Ça va de 2,5 millions à 3 millions. C'est l'équivalent, j'ai regardé. Estimation, on ne connaît pas les chiffres exacts. 800 000 enregistrés, c'est ça seulement 1,6 million. Alors, 2,5 millions, c'est l'équivalent de la population de la Lituanie, j'ai regardé, qui afficherait un PIB de 50 milliards de dollars. Alors évidemment, ça va être difficile de dire que l'apport économique des Français de l'étranger correspond au PIB de la Lituanie, mais on va essayer aujourd'hui de parler de l'apport économique de ces Français de l'étranger au cours de cette table ronde. Vous avez millions d'expatriés et d'entreprises aussi installées à l'étranger pour tenter l'aventure internationale. Et pour introduire la discussion, je vous propose d'écouter Anne-Marie Descottes, ici présente, directrice générale de la mondialisation, du développement et des partenariats au ministère des Affaires étrangères. Voilà, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, je dirais même chers amis, si vous permettez, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes que je reconnais et que je côtoie depuis longtemps dans des fonctions anciennes et plus récentes. Et c'est vraiment un plaisir de vous voir. Alors je trouve ce petit dessin particulièrement réussi et stimulant. Et donc, je vous rassure, on a déjà changé les piles. Alors, on espère qu'on va éclairer très loin en matière de rayonnement. Merci à Madame la Ministre de m'avoir invité à ouvrir cette table ronde consacrée donc au rôle des Français de l'étranger et leur intérêt, l'intérêt économique qu'ils représentent pour notre pays. C'est un intérêt absolument évident et je pense que tous les travaux et tous les échanges que vous avez eus depuis ce matin l'ont montré. C'est un rôle que nous voyons d'ailleurs comme un rôle double, puisque il y a bien sûr une problématique dont on parle souvent et vous aviez, Madame la Ministre, travaillé sur ce sujet qui est celui d'aider, de faciliter le retour des Français qui s'expatrient pour qu'ils puissent revenir dans les meilleures conditions lorsqu'ils choisissent de revenir. Et puis, en même temps, il faut savoir aussi travailler avec tous ceux qui sont établis hors de France depuis plus ou moins longtemps et qui, chacun à leur manière, peuvent contribuer au rayonnement de notre pays. Ce sont aujourd'hui près de 2,5 millions de Français qui vivent à l'étranger et qui sont donc des relais extrêmement précieux dans tous les secteurs dans lesquels ils sont présents, des relais, des appuis de l'ensemble du travail qui est fait par l'équipe France qu'anime dans chaque pays l'ambassadeur et son équipe. Alors, c'est peut-être d'autant plus vrai aujourd'hui que les Français qui s'expatrient sont de plus en plus jeunes, avec l'accroissement de la mobilité étudiante, le dynamisme des programmes de volontariat international en entreprise, mais pas uniquement. Et puis toutes les nouvelles opportunités qui sont offertes par les sociétés internationales dans le domaine de l'innovation, mais dans les domaines plus traditionnels aussi. Et c'est vraiment sur cette génération qu'il faut plus que jamais s'appuyer. Alors, je voudrais souligner 3 points en ouverture de cette table ronde. D'abord, dire pourquoi les Français, tous ceux qui s'expatrient, sont des relais essentiels pour promouvoir l'attractivité de notre pays. D'abord parce que lorsqu'ils sont jeunes expatriés, ils ont une image, je dirais, très fraîche, très actualisée de notre pays et ils peuvent expliquer ce qui s'y passe et expliquer aussi pourquoi des investisseurs étrangers peuvent avoir intérêt à venir en France. Et nous avons vu encore tout récemment au cours de l'opération du mois de l'investissement en France
que nous avons rebaptisé Invest in France Month en bon français, qui s'est déroulé du 15 septembre et qui va continuer là sur le mois d'octobre. Nous avons pu faire intervenir dans de nombreux pays, aux côtés d'investisseurs déjà établis en France, des Français expatriés qui, travaillant dans des entreprises étrangères, peuvent expliquer en quoi la France est attractive pour des décideurs économiques étrangers. Donc nous avons vraiment tout intérêt à travailler ensemble. Nous avons beaucoup d'échéances dans les années à venir pour lesquelles nous aurons besoin de nous appuyer sur les relais de l'ensemble des Français établis à l'étranger. Je pense notamment aux candidatures de la France aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ou encore à l'exposition universelle de 2025 où il y a vraiment besoin que tous, dans tous les domaines, se mobilisent pour vanter l'attraction de la France, parce que ça contribuera à faire réussir notre candidature. Mais, et c'est le deuxième point, je vous rassure, et c'est pour ça que je disais que nous avons changé les piles plus structurellement. Nous disposons de réseaux organisés, efficaces, qui se mobilisent au quotidien au service de l'accompagnement de nos entreprises à l'export. Vous les connaissez, mais je voudrais insister sur le fait que nous travaillons aujourd'hui de manière beaucoup plus resserrée et rationalisée avec eux. Ce sont d'abord les chambres de commerce et les conseillers du commerce extérieur. Les chambres, elles, jouent un rôle vraiment central dans l'animation des communautés d'affaires, aussi bien dans les activités de conseil aux entreprises que pour des services d'ordre logistique, l'obtention de visas, fourniture d'interprètes, prestation de transport, mise à disposition de bureaux. Et puis les conseillers du commerce extérieur, eux, qui apportent une contribution extrêmement précieuse, tant en ce qui concerne leur analyse, leur connaissance du terrain et de l'activité conjoncturelle ou sectorielle d'un pays que en ce qui concerne l'étude des stratégies des grands groupes. Et ça, c'est extrêmement précieux pour les investisseurs. Et puis nous avons bien sûr les conseils économiques dans les ambassades, dans le cadre de la mission pour la diplomatie économique. Le ministre Laurent Fabius leur a fixé, et à la demande du ministre, les ambassadeurs doivent aujourd'hui tous réunir régulièrement un conseil économique autour d'eux, conseil composé des services publics d'appui aux entreprises, mais aussi des acteurs privés les plus représentatifs de la communauté d'affaires présente localement. Donc évidemment cela varie selon les pays, mais en général on a donc les présidents des chambres de commerce, les membres les plus actifs de la communauté des CCEF, les chefs d'entreprise, grands groupes ou PME, des directeurs locaux de Business France et d'Atout France, ou bien encore des économistes dont l'expertise peut nourrir les travaux de ce conseil économique, dont le rôle, comme son nom l'indique, est de conseiller et d'éclairer l'ambassadeur dans les choix qu'il peut proposer aux entreprises qui viennent le consulter et bien sûr à Paris à l'administration centrale. Alors il y a vraiment un effort très important depuis 2 ans, à la fois de rationalisation, d'organisation, de renforcement de la coordination entre tous les acteurs. Et je crois que ce qui est important, c'est de dire aussi que pour être efficace, les acteurs français ne doivent pas travailler uniquement entre eux et être bien sûr constamment ouverts sur l'extérieur et sur les étrangers. D'abord parce qu'il s'agit de convaincre des étrangers, mais parce qu'on peut s'appuyer aussi sur des étrangers pour vanter l'attractivité de la France. Et le fait d'établir des liens avec des acteurs économiques étrangers, c'est même cela rend, je dirais, le discours encore plus efficace. Et nous avons de nombreux relais naturels. Nous avons d'abord beaucoup d'associations d'anciens élèves, anciens étudiants, anciens stagiaires, anciens boursiers, dans lesquels se côtoient des Français et des étrangers. Et nous devons, je crois, mieux utiliser ces réseaux absolument exceptionnels de gens, jeunes ou moins jeunes, qui ont un lien avec la France, un lien qui s'est tissé au moment de leur période de formation. J'ai dit anciens élèves de lycées français, de grandes écoles, anciens VIE, et
c'est à ça que sert le réseau Alumni, qui a été mis en place à la demande du ministre des Affaires étrangères et du Développement international par Campus France il y a un an, et qui est largement ouvert non seulement à tous ceux qui veulent s'y inscrire, mais à tous ceux que ces réseaux intéressent. Et je pense à tous les acteurs que j'ai déjà cités, les chambres de commerce, bien évidemment, les entreprises, le MEDEF, et tous les acteurs qui souhaitent pouvoir en tirer profit. Troisième et dernier point, la promotion de la marque France à l'étranger. Je voudrais, puisque le Premier ministre achève aujourd'hui un déplacement au Japon, et vous avez certainement lu qu'il avait lancé au cours de ce déplacement la campagne Creative France, qui a été élaborée par Business France, et c'est une campagne qui vise donc à mettre en valeur, au travers de personnalités ou de produits français particulièrement connus à l'international, la créativité de la France. Et cette campagne, qui est une première dans cette forme et dans cette dimension, sera déclinée prioritairement dans 10 pays, avec comme support un plan média ambitieux. Et puis plus largement, et vous le savez pour ceux qui côtoient Business France, eh bien l'opérateur Business France mène d'autres actions très, très nombreuses pour promouvoir les avantages comparatifs de notre pays, contribuer à un meilleur positionnement de la France dans les milieux d'affaires avec des faits, des publications de faits, de chiffres incontestables qui viennent corriger un peu les idées reçues et les commentaires parfois critiques qui peuvent circuler ou qui n'ont pas été actualisés, contribuer à un meilleur positionnement de la France dans les milieux d'affaires avec des exemples et de réussites particulièrement intéressantes et innovantes et qui méritent d'être répliquées. Ils sont là aussi ces campagnes sont là pour aussi affirmer des points forts qui sont insuffisamment connus, la capacité d'innovation de nos entreprises, nos forces dans le domaine des technologies, la qualité de la formation, la qualité des infrastructures, la diversité des territoires, la productivité, qui est une caractéristique française, la facilité à partir de la France d'accéder au marché européen, le fait qu'il y a une reprise de la croissance, elle est timide mais enfin elle est là, et de nombreux talents et beaucoup de moyens investis dans les domaines de la recherche et du développement. Bref, un travail de fond qui est mené par Business France pour susciter un réflexe France dans le développement stratégique des entreprises de dimension internationale. Voilà les quelques éléments que je voulais souligner en introduction. Et je vous remercie de votre attention et j'espère que le nouveau logiciel et les nouvelles piles que nous avons introduites dans notre système permettront au rayonnement d'agir plus loin, plus fort et de manière plus efficace. Merci de votre attention. Merci Anne-Marie Descotes. On va donc voir effectivement décrypter tout ça avec nos différents intervenants. Et commencer par Alix Carnot, qui est responsable du développement à Expat Communication. Vous avez une entreprise qui vient en aide aux Français qui partent s'installer à l'étranger, également aux entreprises qui souhaitent organiser l'expatriation de leurs collaborateurs. Vous avez réalisé une étude, c'est ça dont vous venez nous parler notamment, sur la carrière des conjoints des expatriés. C'est des profils sous-utilisés, c'est ce que vous nous direz sûrement. Jean-Yves Lecomte, vous êtes sénateur représentant des Français de l'étranger depuis 2011 et vous avez aussi été le vice-président de l'Assemblée des Français de l'étranger. Marc Villard, président de l'Assemblée des Français de l'étranger, fondateur d'une entreprise d'import et de distribution de cosmétiques au Vietnam. Vous êtes au Vietnam depuis 25 ans. Vous êtes une des figures de l'expatriation. Dominique Brunin, délégué général de CCI France Internationale. Vous êtes présent dans 83 pays et vous publiez chaque année, on va en parler, un baromètre sur l'état d'esprit des PME et des ETI sur l'international, étude qui révèle un grand appétit pour l'international et qui révèle aussi les obstacles que rencontrent les dirigeants. Alain Bentejac est là aussi, je crois, il est là. Président du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France. Vous représentez 4300 personnes dans le monde, dans 146 pays. C'est des expatriés
qui aide les entreprises françaises à rayonner à travers le monde. Et vous avez aussi pour mission de renforcer l'image de la France, la marque France. On va en parler, vous nous direz si ça représente un défi ou non. Bruno Julien Laferrière, vous êtes président directeur général de la Banque Transatlantique, un établissement qui gère les comptes notamment de très nombreux expatriés. Je crois que 40% de vos clients vivent à l'étranger. Et donc vous connaissez parfaitement les avoirs et ce qu'en font les expatriés français. Alors on va démarrer tout de suite justement avec vous, Bruno Julien Laferrière. On va essayer d'évacuer la question qui fâche. On va parler d'impôts. C'est aussi une manière de participer à l'économie française. Est-ce que vos clients, qui sont souvent expatriés, payent des impôts en France ? Ça commence très fort. Oui, il faut savoir qu'il y a deux catégories d'expatriés. J'ai envie de dire l'expatrié fiscal. Je pense qu'on va peut-être évacuer le sujet assez rapidement, dans la mesure où il y a, on va dire, 2,5 millions de Français à l'étranger. On estime qu'il y a environ 800 foyers qui s'expatrient pour des raisons fiscales tous les ans. C'est une estimation. Donc en nombre de Français vivant à l'étranger, c'est totalement marginal. Alors bien sûr, en pouvoir d'achat, en investissement, c'est un autre sujet. Mais enfin, je dirais en nombre, c'est bien sûr tout à fait marginal. Le Français expatrié non fiscal, j'ai envie de dire, il faut savoir qu'il continue effectivement à payer des impôts en France parfois. Déjà, s'il est soumis à l'ISF sur des biens immobiliers qu'il a en France, il continuera à payer de l'ISF dessus. Il continuera à payer de l'impôt sur le revenu sur des loyers qu'il toucherait éventuellement d'immeubles qu'il a en France. Et il paiera également des impôts, c'est quelque chose que les gens ne savent pas bien souvent, sur les dividendes d'actions françaises. Un Français expatrié qui a des revenus fonciers donc, ou des revenus de dividendes paiera des impôts en France, soit au barème, soit sur des bases en fonction des conventions fiscales entre 15 et 20%. Bon. Alors maintenant, sur cette population d'expatriés, j'ai envie de dire non fiscaux, et puis on va arrêter d'utiliser ce mot pour la suite de l'exposé. J'ai envie de dire qu'il a des caractéristiques tout à fait particulières, et je vais reprendre une étude très intéressante qui a été faite l'an dernier par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, avec des chiffres qui étaient très intéressants. Donc ça a été déjà un petit peu évoqué dans la journée, l'expatrié français est plus jeune que la moyenne des Français de France, il est plus diplômé, donc il a plus de revenus. Donc c'est naturellement des catégories socio-professionnelles plus aisées, plus diplômées et plus, j'ai envie de dire, par exemple, plus stratégiques pour la notoriété de l'économie française. Ces Français expatriés, alors, également une statistique intéressante que je tiens toujours de cette étude de la CCI, 40% de ces expatriés vivent dans 5 pays. Alors il se trouve que 3 sont aussi des pays d'expatriation fiscale, mais c'est un hasard. Donc la Suisse, la Belgique et la Grande-Bretagne. Et puis on rajoute l'Allemagne et les États-Unis. Et avec ce seul 5 pays, il y a déjà 40% des expatriés. Donc vous voyez, on est loin de l'exotisme que l'on pourrait imaginer. Et la Chine n'arrive qu'en 11e position. Donc je donne juste ces 2 chiffres pour dire que finalement, l'expatriation est extrêmement concentrée. Et si maintenant, on met l'ensemble des pays européens, c'est encore plus vrai. Donc l'expatriation aux 4 coins de la planète, bien sûr, c'est important, il y en a, mais j'ai envie de dire que le gros des troupes, il ne faut pas oublier, c'est situé chez nos voisins aux États-Unis. Autre caractéristique, 50% de ces expatriés sont embauchés par des entreprises locales. Donc là aussi, c'est une information importante. On est loin, mais comme ça a déjà été dit souvent ce matin, je peux y revenir, on est loin de stéréotypes de l'expatriation. Et c'est pour ça que nous, à la Banque Transatlantique, on préfère utiliser le mot des Français de l'étranger, parce que la connotation expatriée peut être un peu marquée au niveau package, voilà, un petit peu qui sont des notions qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité. Une multinationale aujourd'hui, qu'elle soit française, américaine, indienne, peu importe, elle se préoccupe peu de la nationalité des gens qu'elle embauche. Elle veut des compétences, elle veut que les gens parlent correctement la langue, mais après tout que le collaborateur soit indien, tchèque ou français, c'est vraiment plus le sujet. Donc voilà. Une expatriation, j'ai envie de dire, des Français de l'étranger qui appartiennent à des catégories socio-professionnelles plutôt élevées. Donc bien évidemment, cela contribue au rayonnement économique de la France, c'est une évidence. Je voudrais souligner également l'excellence de la réputation des ingénieurs, par exemple, qu'on forme en France.
On a en France des écoles d'ingénieurs absolument extraordinaires que beaucoup de pays du monde entier nous envient. Et les ingénieurs français, je veux dire, on se les arrache dans le monde entier. Donc il y a des sujets d'excellence en France qu'il faut savoir mettre en avant. Et les ingénieurs, pour moi, typiquement en font partie, mais naturellement pas uniquement. Alors on va y revenir, mais je vais rester sur le sujet pour l'instant de l'exil fiscal. Marc Villard, est-ce que les Français qui vivent à l'étranger, dont vous faites partie, sont des exilés fiscaux ? J'aimerais bien être un exilé fiscal, finalement. Ça prouverait au moins que j'ai de l'argent. Mais je voudrais faire un parallèle. Nous sommes à peu près 2 600 000 Français expatriés. Je ne sais pas, je vous laisse faire le calcul en nombre de ménages. Disons que ça fait 800 000 ménages. Savez-vous combien de ménages ne paient pas l'impôt sur le revenu en France ? Il y a à peu près 52% des ménages français qui ne paient pas d'impôt sur le revenu. Alors, savoir si les Français de l'étranger paient ou non des impôts en France, à mon avis, c'est sans objet. Si nous ne payons pas d'impôts en France, de toute façon, c'est en raison des conventions fiscales qui font que nous les payons dans notre pays d'accueil. Souvent plus élevés d'ailleurs que ceux que nous paierions en France. Ces mêmes conventions fiscales font que les étrangers résidant en France paient des impôts. Juste un chiffre pour vous fixer les idées. Dans le budget du ministère des Affaires étrangères, la part dévolue aux Français de l'étranger, en direct pour nos activités, etc., nous soutenir, l'enseignement, etc., est de, à la louche, 800 millions d'euros. Le Centre des impôts des non-résidents, le CINR dont nous dépendons, a encaissé l'année dernière, ou il y a 2 ans, au titre des non-résidents, 623 millions d'euros. Donc ce n'est pas une question. Je veux dire, ce n'est plus une question. Jean-Yves Lecomte, c'est une question pour vous ? Vous êtes sensible à cette question ? Bien entendu, sur cette question, actuellement, il y a un petit peu d'actualité. Et on est tous sensibles au fait que le droit doit être respecté. Donc, par rapport au sujet qui a fait le buzz ces dernières semaines, on est tous, bien entendu, sensibles au fait que le droit européen doit être respecté et qu'il y a quelques évolutions à faire en matière de CSG, CRDS. Maintenant, je suis sur la même ligne que Marc Villard sur ce point. Il y a pas il y a les conventions fiscales. Bien entendu, il y a aussi des différences. Il y a une CSG-CRDS dont on discute en France ou en Europe de savoir si c'est un impôt ou une cotisation sociale, mais je ne pense pas que ce soit franchement le sujet. Quand on voit finalement ce titre, je ne pense pas qu'il faille commencer par cette question. Je vais plutôt vous dire que oui, bien entendu, les Français de l'étranger. D'ailleurs, ce n'est pas une question de nombre. C'est parce que j'ai presque envie de commencer mon intervention en rendant hommage aux Français qui sont restés en Iran pendant que finalement il n'y avait pas de relation commerciale possible entre la France et l'Iran. Parce que c'est ceux qui restent quand il n'y a plus rien, quand il n'y a plus de pouvoir, quand il n'y a plus de relations diplomatiques ou quasiment plus, qui finalement permettent de repartir et d'avoir l'espoir de pouvoir ensuite reconstruire lorsque la relation diplomatique se refait. De la même manière que ce matin, on évoquait la question de l'école de Damas. C'est-à-dire que les Français de l'étranger, lorsqu'ils sont dans un pays, en fait, ils sont là quand le reste s'en va, quand les grandes entreprises n'ont plus confiance, quand le pouvoir politique estime qu'il faut partir pour une raison diplomatique, humanitaire ou autre. Il y a toujours des Français qui sont là, qui continuent de l'activité économique, et c'est sur cela qu'on reconstruit derrière, et qu'aujourd'hui on peut avoir des espoirs en Iran. Et à la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que finalement, on se rend compte aussi. Il y a eu une étude il y a quelques années qui a été faite sur plus de 300 entreprises françaises, entreprises étrangères créées par des Français à l'étranger, et qui sont bien entendu à ce moment-là hors du champ fiscal français, sauf s'ils ont des biens en France. Ces entreprises, on constatait qu'elles avaient en moyenne 22 employés. C'était un hasard, c'était juste des Français dont on savait qu'ils avaient créé des entreprises à l'étranger. Et qu'ils engendraient en moyenne 22 emplois en France. Donc, plutôt le contraire, 22 emplois dans leurs entreprises à l'étranger, donc 22 emplois dans le pays dans lequel ils résidaient, et 19 emplois en moyenne en France. Alors que ces entreprises, finalement, le panel de base avait été des gens qui avaient simplement déclaré « Oui, je suis français, je vis à l'étranger et j'ai créé mon entreprise à l'étranger ». Et voilà ce que ça veut dire. À peu près 20 emplois créés dans son pays de résidence et 20 emplois créés en France compte tenu de la différence. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que finalement, à un moment où les négociations commerciales sont de plus en plus, finalement, des négociations culturelles, on voit bien, c'est plus des taux de douane, c'est comment on protège le consommateur, que finalement la connaissance de la culture, on peut l'avoir que si on est dans un pays depuis longtemps. Et que même s'il y a des compétences qui sont internationales, comme vous le signaliez, il y a aussi besoin dans un pays de gens qui connaissent bien et qui sont capables finalement
d'être le poisson pilote. Et ces gens-là, c'est les Français de l'étranger qui sont là depuis longtemps et qui peuvent guider les entreprises. Et ça, c'est essentiel. Et après, la question, c'est de savoir comment, effectivement, les pouvoirs publics peuvent accompagner ces Français le mieux possible. Alors on comprend effectivement que l'apport des Français de l'étranger est multiple et pas que économique. Alain Bettéjac, comment on peut définir l'apport des Français de l'étranger sur le plan économique? Est-ce qu'on peut en faire une définition? Est-ce qu'on peut le chiffrer en plus? Bonsoir. Le chiffrer, c'est difficile, je pense, mais l'apport économique est incontestable, puisque, on l'a dit, il y a 2,5 millions de Français à l'étranger. Dans cette communauté, il y a une forte représentation d'hommes et de femmes d'entreprise. Les conseillers du commerce extérieur regroupent d'ailleurs, finalement, ces responsables d'entreprise français qui sont installés à l'étranger. La plus grande partie de nos 4000 membres sont basés dans 140 pays où ils sont présents partout. Et je pense qu'ils ont un impact économique extrêmement fort. Alors je crois que, et ça rejoint un peu ce qui a été dit préalablement, finalement parmi cette communauté, alors je parle évidemment des Français étrangers qui interviennent dans le domaine économique, je crois qu'il y a 2 catégories finalement, en simplifiant, de personnes. Il y a d'une part, parce qu'il en existe encore, les expatriés classiques, je dirais, c'est-à-dire les représentants des grands groupes qui sont présents, les représentants des grandes banques, des grands groupes qui sont envoyés pour quelques années dans les pays en question, qui souvent tournent d'ailleurs, mais qui souvent connaissent très bien les pays. Et puis il y a effectivement des entrepreneurs qui se sont installés dans ces pays, parfois, je dirais, seuls, et qui ont développé des affaires, c'est ce qu'on disait. On les appelle maintenant les EFE, c'est-à-dire les entrepreneurs français de l'étranger. Et je pense que ceux-là aussi, ils ont un apport économique extrêmement fort, ça a été dit à l'instant. Ils sont souvent d'ailleurs, ils se plaignent souvent d'ailleurs de ne pas être suffisamment reconnus dans notre système, alors qu'ils ont souvent un impact intéressant, même si ça n'est pas de l'exportation directe telle qu'on peut l'imaginer. Ils contribuent à l'influence française dans ces pays-là, parce qu'au fond, ce sont des entreprises qui sont détenues par des Français, managées par des Français, et qui souvent font appel aussi à des cadres supérieurs français, importent un certain nombre de produits. Et donc je pense que cet impact-là, qui est difficile à chiffrer, mais il est aussi extrêmement important. Donc je crois qu'il y a une présence économique française à l'étranger qui, certainement, si on la compare par rapport à tous nos grands concurrents, est beaucoup moins forte, puisqu'on n'a pas une tradition d'émigration extrêmement forte. Donc 2,5 millions de Français étrangers, c'est très peu par rapport à aux Italiens, aux Allemands, aux Anglais, qui ont beaucoup plus qu'une communauté à l'étranger beaucoup plus importante. Mais cette communauté, elle est de qualité, je crois, et elle est quand même très centrée aussi sur les aspects économiques, et donc elle a un impact sur le plan économique probablement plus que proportionnel à sa taille elle-même. Dominique Brunin, vous êtes le directeur général des CCI France Internationale, donc vous êtes en première ligne aussi pour développer cet aspect de l'apport économique des Français à l'étranger. Comment vous le définissez? Écoutez, je pense que nous sommes, avec le réseau des chambres de commerce et d'industrie françaises dans le monde, aujourd'hui présents dans 83 pays, 113 chambres, 33 000 entreprises françaises et entreprises étrangères des pays dans lesquels nous sommes implantés, membres de nos chambres. Nous sommes un peu à la convergence de tout ce qui vient d'être dit, à la fois par Marc Villard et par Alain Bettéjac. Nous rassemblons les expatriés, au sens représentant des grands groupes ou des entreprises françaises, présentes à l'international, et nous rassemblons également une multitude d'entrepreneurs français qui ont fait le choix d'investir dans leur pays d'accueil, parfois depuis de très 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 nombreuses années, et qui ont construit une activité économique, industrielle extrêmement importante dans ce pays-là. Et à partir de là, la combinaison des forces, la combinaison des savoirs des uns et des autres permet d'avoir un faisceau d'actions multiformes qui vont permettre à la fois de contribuer au rayonnement de la France et au rayonnement économique comme le rayonnement culturel, mais aussi avoir des actions de retour sur la France, pour l'économie française. On parlait il y a quelques instants dans la table ronde précédente de la mobilité des étudiants. Lorsque la Chambre de commerce française en Argentine organise une semaine française où on va assurer la promotion de la langue française, la promotion de la culture, la promotion des produits et des biens de consommation, lorsque à Hong Kong, à la demande des autorités hongkongaises, la Chambre de commerce française pilote un projet stratégique pour Hong Kong de réflexion et derrière la réflexion de passage à l'action sur la future
conception de l'État-nation de Hong Kong. On est là à la fois dans le rayonnement de la France, mais on est aussi dans l'illustration de tous les caractères qui présentent l'attractivité de la France. La campagne qui a été lancée ce matin à Tokyo, Creative France, en est une remarquable illustration. Tout ce qui a été développé depuis quelque temps autour de la French Tech, avec aussi bien la labellisation de grandes métropoles françaises sur cette thématique du numérique, que le lancement, là aussi, à Tokyo, ces jours-ci, de la French Tech Tokyo, permet à la fois ce rayonnement, ce développement de la présence française et un retour sur la France. Ce rayonnement, il est multiforme. Le retour, il est multiforme. Et je crois que c'est bien l'illustration qu'aujourd'hui, l'international, ça n'est plus du sens unique. On est véritablement sur de l'échange, sur du gagnant-gagnant. Et c'est ce gagnant-gagnant qu'il faut rechercher. Est-ce que le problème, c'est pas justement qu'on sait combien coûtent finalement toutes les opérations que vous venez d'évoquer? En revanche, on ne sait pas combien ça rapporte, Marc Villard? Je suis pas sûr d'avoir très bien compris la question, mais en gros, est-ce que les Français de l'étranger rapportent plus que ce qu'ils ne coûtent? Oh, ben bien sûr. Aucun problème. Aucun problème. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai donné des chiffres. On dépense 800 millions d'euros pour nous. On est 800 millions. Tu mets tout à la fois, mais du tout, sois sympa. Tu payes un peu les résidences des ambassadeurs comme ça. Tu mets 800 millions dans le pot et on est 2 millions à se le partager. Ça fait 400 euros par tête. 400 euros par tête. Moi, j'ai monté une toute petite boîte qui est... Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le nom qui a été pris par les conseillers du commerce extérieur, les EFE, parce que ce n'est pas ce qu'on visait, en fait. Ce sont les entreprises montées à l'étranger les entreprises de droit local montées par des Français, dirigées par des Français et qui participent au développement du commerce extérieur de la France. Oui, non, mais les EFE, c'est entreprises françaises étrangères, c'est un peu entrepreneurs français étrangers, d'accord. Avec ma petite boîte, on a acheté l'année dernière 550 000 euros de produits dermocosmétiques français. Je veux dire, je rapporte plus que ce que je coûte à l'État français, c'est évident. Et je fais venir des sociétés françaises au Vietnam où elles s'implantent. Ce faisant, je crée des emplois ou je maintiens des emplois en France. Et moi, je suis tout petit, vraiment tout petit. Je pourrais vous donner des tas d'exemples de sociétés beaucoup plus importantes que la mienne et qui contribuent à maintenir de l'emploi en France. Des gens qui ont non pas délocalisés, mais qui se sont redéployés géographiquement dans des zones d'Asie du Sud-Est, qui avant avaient peu de personnel qualifié en France et qui maintenant ont des bureaux d'études qui emploient 2 fois plus de personnes qu'avant qu'ils se déploient ailleurs. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Et le gros drame, c'est que justement, quand on parle des Français de l'étranger, on nous considère toujours comme un coût. Alors que nous ne sommes pas un coût, nous sommes un centre de profit. Et je pense que le jour où l'administration et puis le grand public réalisera ça, on obtiendra peut-être un peu plus d'argent pour entretenir à l'étranger l'environnement dont on a besoin. Parce que pour que les communautés françaises se développent à l'étranger, il leur faut quoi? Il leur faut des écoles, il leur faut de la protection sociale, il leur faut de la sécurité. Alex Carnot, vous voulez intervenir sur ce point-là? Vous avez été vous-même expatrié. Oui, moi je reviens de 15 ans en expatriation et sur l'intérêt économique des Français à l'étranger, je voulais creuser un autre pan qu'on n'a pas du tout vu encore aujourd'hui. Donc merci Madame la sénatrice de m'avoir invité pour en parler. C'est celui, vous voyez ici, il y a beaucoup d'hommes. Et c'est un hasard, c'est pas du tout un problème. Il se trouve que je suis la seule femme. Et je suis la seule femme, et moi j'ai été en expatriation en suivant mon conjoint. Ce qui est une réalité qui peut paraître un peu bizarre quand on est en France, qui est complètement classique, je pense que vous serez tous d'accord, quand on est à l'étranger. L'enquête qu'on vient de faire le montre, 91% des expatriés par les entreprises. Enfin, quand il y a un couple qui part, dans 91% des cas, c'est l'homme qui part et la femme qui suit. C'est pas un problème, juste ça commence à poser des problèmes. Parce que quand il y a 20 ans, j'ai commencé ma carrière en suivant mon conjoint, quand j'ai dit que je voulais travailler, qu'il était hors de question que j'arrête de travailler parce que je le suivais et que d'ailleurs la prochaine fois c'est lui qui me suivrait, ça faisait un petit peu bizarre. Maintenant, c'est le postulat de base de tous les jeunes diplômés qui sont à égalité dans leur couple. Et c'est pas une question de carrière des conjoints, c'est une question de double carrière à l'international. Comment on fait si on veut qu'il y ait des Français qui contribuent au rayonnement de la France et qui s'expatrient? Parce qu'on dit qu'il n'y a plus d'expatriés d'entreprise, c'est pas vrai. Il y en a toujours autant qu'avant, simplement il y en a beaucoup aussi d'entrepreneurs, il y en a beaucoup d'autres sortes, ce qui fait que le flux à peu près constant des expatriés d'entreprise est moins visible. Mais les expatriés d'entreprise, ils sont toujours là et ils sont toujours aussi importants
pour leur contribution à l'économie française. Si on veut que ces gens continuent à pouvoir partir, si jamais on veut que les entrepreneurs puissent s'installer de façon durable, il faut que l'autre partie du couple puisse trouver du travail. On pourrait penser que ça va de soi. Moi, l'intuition que j'avais en revenant d'expatriation, c'est que ce n'était pas le cas. Et du coup, avec Expat Communication, qui est mon entreprise, avec le soutien de partenaires, dont notamment la CFE, que je voudrais saluer, mais d'autres entreprises aussi, on a lancé une grande enquête où on a eu, ce qui est exceptionnel pour ce genre d'enquête, plus de 3000 réponses de couples qui nous ont dit comment se passait la double carrière chez eux. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que c'était encore super difficile, puisqu'il n'y a pas la moitié des conjoints qui arrivent à trouver du travail, parmi juste ceux qui voudraient le faire. Il y en a 80% qui voudraient travailler, c'est un phénomène de masse. La moitié seulement qui y arrive, et encore dans ceux qui y arrivent, il y en a 20% qui nous disent « moi je travaille de façon épisodique ». Moi personnellement, j'appelle ça pas travailler, de travailler de façon épisodique. Donc si je viens aujourd'hui, c'est pour vous dire, c'est pas un problème, c'est une situation. On est face à une population, on l'a vu, qui est ultra diplômée, très autonome, qui est prête à faire plein de choses par elle-même. Elle n'a pas besoin d'assistance du tout. Elle n'a pas besoin d'argent, ça tombe bien. Elle a besoin de créer une dynamique, et parce que cette dynamique, ce qu'elle veut faire, c'est non pas être un centre de coûts, non pas rajouter encore des réseaux, mais contribuer à s'insérer dans tous les réseaux qui existent pour créer encore plus d'énergie. Et juste un chiffre, si jamais les conjoints qui voulaient travailler, parce qu'ils ne veulent pas tous travailler, il y en a qui travaillent déjà, mais si jamais ceux qui veulent le faire et qui n'y arrivent pas pouvaient le faire, eh ben, ça ferait tout à coup 50% de présence économique en France, en plus à l'étranger, sans dépenser un sou. Donc c'est ça que je viens vous proposer. Bruno Julien Laferrière, justement, la Banque Transatlantique propose je crois, un service qui aide les personnes qui veulent aller s'installer à l'étranger à préparer leur projet avant même d'avoir choisi la destination. Est-ce que ça, c'est un problème, le travail du conjoint, c'est un problème que vous prenez en compte? Bien sûr, les doubles carrières, ça c'est un véritable sujet. C'est évident. Mais au-delà de ça, effectivement, la banque, une expatriation, ça se prépare naturellement d'un point de vue choix professionnel, ça, j'enfonce une porte ouverte, mais il y a tout le reste, il y a tout ce qui va autour. C'est-à-dire, effectivement, il y a la problématique du conjoint, il y a les enfants, à qui il faut trouver des écoles, il n'y a pas de lycée français partout. Il y a les sujets des couples non mariés. Le Pacs n'est pas reconnu dans un certain nombre de pays, voilà, donc ça pose des vrais problèmes. Il y a des problématiques. Si vous voulez, lorsque une personne a choisi de s'expatrier pour des raisons professionnelles, il y a toute la partie matrimoniale qui va autour, qu'il faut vraiment pas négliger. Il y a après les problèmes de divorce. C'est pas neutre de divorcer à l'étranger plutôt qu'en France. Si je veux être, parfois on dit à nos clients, faites attention à l'endroit où vous allez mourir, parce que c'est pas neutre de mourir dans un pays plutôt qu'un autre pour vos enfants. Bon, voilà. Donc toute la partie juridique est quand même extrêmement compliquée et on ne peut pas mettre un mouchoir blanc dessus en disant bon, on va attendre que les problèmes se posent. Donc ça, c'est un sujet, à mon avis, que beaucoup de personnes ne travaillent pas avant de partir, c'est qu'elles se préoccupent de leur nouvelle situation professionnelle, de leur package financier net d'impôts, ceci, cela, mais il y a tout le reste autour qui est vraiment important. Une expatriation, elle réussit si toute la famille réussit son expatriation aussi. Voilà, bon. Alors c'est vrai que les taux de divorce et l'expatriation, en général, ça explose. Ça, c'est connu. Alors, je termine un livre sur le couple et l'expatriation qui va sortir chez Erol très bientôt. Et du coup, j'ai fait une grosse enquête sur ce fameux taux de divorce en expatriation. Parce qu'on lit des choses absolument effrayantes dans la presse, du style, très souvent, 53% de divorces en plus en expatriation. Même dans un article la semaine dernière, la moitié des couples en expatriation divorcent. Enfin, moi, si ça a été ça, je ne serais pas partie. Si on me l'avait dit. Ils divorcent souvent au retour. Ouais, mais même. Non, donc, quand on regarde l'enquête là où on a eu beaucoup de gens qui sont rentrés, il n'y a aucune différence sur le taux de divorce des gens qui sont rentrés de ceux qui sont en expat, c'est le même qu'en France. On est à 8%, et dans tous les chiffres des consulats Concorde, on est à 8% de personnes séparées ou divorcées chez les Français de l'étranger, chez les Français au retour, comme dans la population française. Or, c'est une population jeune, très diplômée et urbaine, chez qui le taux de personnes séparées et divorcées pourrait être beaucoup plus élevé. Il est souvent, chez les anciens de grandes écoles, il est beaucoup plus élevé que ça. Donc, moi, je fais vraiment la conclusion, après, ça fait 2 ans que j'écris ce livre sur le couple. Je crois que l'expatriation secoue les couples. C'est difficile, d'où l'importance, comme vous le dites, d'une préparation. C'est indispensable de préparer les gens qui vont partir en expatriation, non seulement aux aspects interculturels, c'est très important, aux aspects managériaux, mais aussi aux aspects familiaux. Cependant, c'est pas parce qu'un couple est secoué qu'il va se séparer. Il va mûrir.
Dominique Brunin, sur l'importance de la préparation, peut-être? Oui, sur l'importance de la préparation, je crois qu'effectivement ça a été dit, et on a d'ailleurs vu monter en puissance ces 3-4 dernières années les salons liés à l'expatriation, avec une augmentation exponentielle ou quasi du nombre de participants. Nous avons nous-mêmes, le réseau des chambres françaises à l'international, signé avec l'Ordre national des notaires une convention de partenariat, et les notaires sont extrêmement présents à la fois en coopération internationale, puisque là où on peut essayer de porter les valeurs du droit français, il faut absolument et impérativement le faire. Mais il y a aussi un travail d'information tout à fait majeur, tout à fait considérable à réaliser auprès des communautés françaises qui vivent à l'étranger. La préparation, de toute façon, c'est fondamental. Ne pas se tromper d'abord du choix de son pays, bien mesurer à la fois les besoins financiers, les conditions d'accueil pour les enfants, et c'est une démarche de couple. Moi, je voudrais juste revenir sur le point de départ initial de notre rencontre, et en fait, la présence française à l'étranger, finalement, on sait relativement mal l'utiliser. Et la vraie question qu'il faudrait que nous nous posions collectivement, Madame Descotes l'a évoqué tout à l'heure, pour ce qui concerne le dispositif de promotion des entreprises françaises à l'international. Depuis maintenant plusieurs années et depuis quelques mois, sous l'égide de Mathias Fekl, on a, je trouve, beaucoup progressé, et nous allons dans le sens de la simplification. Mais nous n'avons pas traité le problème de savoir comment optimiser, à des fins justement d'augmentation de nos flux d'échange de la France vers l'étranger, de nos flux d'exportation, comment optimiser cette présence des communautés françaises à l'international. Il suffirait de demander régulièrement de faire des enquêtes auprès des gens, des hommes, des femmes qui vivent dans un certain nombre de pays. Qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé dans vos supermarchés locaux et qui vous manque? Et d'y répondre en organisant l'exportation de tel ou tel produit ou de tel ou tel bien. Ça a l'air de rien, c'est une toute petite chose, mais il y a combien d'entrepreneurs français à l'étranger aussi qui, comme Marc Villard, vivent sur l'importation, la distribution de biens de consommation français qui ont une véritable notoriété, et c'est de la marque France. La marque France, à l'étranger, ça porte. Alain Météjac, pourquoi on ne le fait pas, tout ça? Je crois qu'on le fait. C'est même d'ailleurs le but des conseillers du commerce extérieur, si vous voulez. C'est justement d'avoir un réseau d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires installés à l'étranger qui sont là pour aider bénévolement, donner des conseils, mettre en relation d'autres entrepreneurs qui s'intéressent à ces marchés. Donc on le fait. Simplement, il faut que tout le monde ait recours à ce système-là. Et moi, ce qui me frappe à chaque fois, si vous voulez, et encore ce week-end, j'étais à Alger, on a fait une réunion de tous nos conseillers dans la zone Maghreb. Donc c'était assez intéressant, on échangeait avec eux et on les interrogeait sur effectivement cette capacité qu'ils ont de donner des conseils gratuitement à des entrepreneurs français qui s'intéressent à cette zone. Et tous nous disent, on est prêt à le faire, il n'y a aucun problème, mais finalement, on est assez peu sollicité. Et je trouve que c'est là où c'est extrêmement dommage. Notre système, comme le dit Dominique Brunin, il s'améliore dans le sens de la simplification. Notre système d'appui à l'exportation, c'est un long chemin. On fait des progrès pas à pas. Personnellement, je pense qu'on pourrait aller plus vite et plus fort encore dans ce domaine-là. Mais je pense qu'il faut vraiment travailler davantage ce capital, cet acquis que l'on a des Français à l'étranger qui sont là, qui peuvent vraiment faire gagner beaucoup de temps à d'autres et leur éviter beaucoup de pièges. Donc, et c'est pour ça que nous avons tout ce réseau présent dans tous ces pays pour donner ces conseils et les aider à se développer dans ces pays. Marc Villard, vous qui êtes sur le terrain, comment on peut justement optimiser tout ça, ce réseau qui est effectivement très dense? Moi, je pense que de toute façon, le problème, il n'est pas dans les pays d'accueil. Quand on voit des ministres qui viennent nous voir et nous expliquer ce qu'il faut faire pour le développement du commerce extérieur, ils sont gentils. Mais nous, c'est pas la peine de nous l'expliquer, on est là. On a nos sociétés, ça marche bien. Le problème, il n'est pas dans les pays d'accueil. Les conseillers du commerce extérieur, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont disponibles. Le problème, c'est que la plupart d'entre eux, ils viennent de grands groupes, donc c'est un peu compliqué de parler avec des PME, avec des PMI. Ça fait des années que je suis conseiller du commerce extérieur, j'ai même été président de ma section. Le problème, il est en France. Nos PME, PMI ne sont pas taillés
pour aller à l'international. On a fait des erreurs dans le dispositif d'accompagnement pendant des années. On a fait du quantitatif alors qu'il aurait fallu faire du qualitatif. Les objectifs du Bifrance étaient d'amener 10 000 entreprises à l'export. On a amené 10 000 entreprises à l'export et sur les 10 000, il y en avait 9 999 ou je ne sais pas combien qui n'avaient rien à y faire. Pourquoi ? Parce que le patron de cette PME-PMI, il était à la fois directeur des ressources humaines, patron de sa boîte, manager export. La plupart du temps, il ne parlait même pas l'anglais. Il prenait des contacts et quand il rentrait en France, il était repris par sa routine et il ne pouvait pas se consacrer à l'international, à ce qu'il avait, au contact qu'il avait noué. Donc la suggestion que nous avions faite sur le terrain, après des années avoir essayé d'utiliser le dispositif d'appui au commerce extérieur, puisque j'étais aussi président de chambre de commerce, ça a été de dire arrêtons de dépenser tout cet argent pour accompagner les entreprises à l'export qui n'ont rien à y faire et utilisons cet argent pour leur donner la taille et la capacité d'aller à l'export. C'était d'ailleurs un des points du plan d'Hervé Novelli, sur son plan Force 7 ou Force 5, je ne me souviens plus. Consacrons de l'argent une fois que le dispositif, qui, c'est vrai, s'est recentré et est devenu beaucoup plus efficace, une fois que le dispositif a identifié ce qu'on appelle des pépites, donc c'est des entreprises qui ont un produit qui peut aller à l'international, utilisons une partie de l'argent qui était utilisé pour accompagner les entreprises, pour faire un audit interne chez eux, voir leurs faiblesses, les former à l'international, mobilisons la BPI pour leur donner la capacité financière d'aller à l'international, et à ce moment-là, ils pourront aller à l'international. Après, sur le terrain, ils peuvent être accompagnés d'une part, au départ par Ubifrance, et ensuite par le réseau des chambres de commerce qui prennent le relais. C'est comme ça qu'on sera efficace. Je termine. Il faut aussi s'appuyer sur les Français implantés à l'étranger, et depuis quelque temps, on est quelques-uns à développer une idée, avec, comme toujours, un titre un peu provocateur, et en parlant des entreprises françaises, vous ne savez pas vendre, nous savons acheter. Je pourrais vous donner des exemples. J'essaie de trouver les entreprises françaises pour les faire venir au Vietnam. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vous avez beaucoup plus vite fait de travailler avec des entreprises italiennes, des entreprises espagnoles, qu'avec des entreprises... je parle de PME-PMI. Donc, leur dire, vous savez pas vendre à l'étranger, mais nous sommes là. Appuyez-vous sur nous pour vendre. Et on souhaiterait mettre en place, avec la BPI, un système de financement intermédiaire pour combler le gap qu'il y a entre l'offre des entreprises françaises qui veulent exporter, qui nous offrent des paiements à 60 jours, et le besoin qui est pour les importateurs d'avoir 90 jours. Et si on fait ça, si on s'appuie sur les entrepreneurs français qui sont à l'étranger, si on s'appuie sur les entrepreneurs étrangers qui ont déjà envie d'acheter des produits français, de cette façon-là, je pense qu'on développera notre commerce extérieur. Monsieur Lecomte, j'imagine que ce sont des demandes que vous entendez souvent dans vos déplacements à l'étranger. Comment vous faites pour y répondre ? De toute façon, j'ai la même expérience que Marc Villard, compte tenu de ma vie précédente, où j'ai souvent, d'ailleurs, dans ma vie avant d'être élu, dû acheter des produits en Égypte, en Inde, en Italie, parce que l'équivalent français ne répondait pas ou ne répondait pas comme il faut, ou ne donnait pas les conditions ou les garanties qui permettaient effectivement de travailler sérieusement. Donc, on sait bien tout ça. Et l'une des questions, c'est d'ailleurs aussi pour ça que finalement le sondage de ce matin était si attendu, c'est parce qu'on ne connaît pas assez les Français de l'étranger et donc leur potentiel et la capacité d'un certain nombre d'entre eux d'avoir des entreprises, d'être consultants. Mais aussi ce matin, on disait 50% sont salariés, et dans les 50% qui sont salariés, il y en avait 80% qui étaient dans des entreprises étrangères. Il ne faut pas les oublier. Ça veut dire des gens qui sont aussi capables de faire les ponts, 20% dans les administrations étrangères. Donc ça veut dire qu'il y a aussi du potentiel de ce côté-là. Et ça, il faut le connaître. Et je crois que pour ça, il faut que l'évolution qui est depuis quelques années dans le rôle de l'État d'accompagnement à l'export doit continuer à évoluer, de manière à ce que l'État se concentre sur le régalien moderne, la connaissance des réseaux, l'accompagnement individuel, on l'a dit, école, protection sociale, les questions de normes, parce que ça, c'est pas une entreprise individuelle qui peut le faire, c'est vraiment des connaissances d'État à État, les questions de sécurité, mais ce qui peut se faire par les individus doit rester être fait par les individus, simplement l'État doit les connaître. Ça veut dire qu'il n'est pas logique, il n'est pas normal que les entreprises créées par des Français à l'étranger aujourd'hui restent en dehors des écrans radars. Il n'est pas logique
qu'ils ne soient pas accompagnés de la même manière lorsqu'ils ont des difficultés. Il n'est pas logique, effectivement, qu'ils n'aient pas accès au, peut-être pas même type de financement, parce que ce n'est pas les mêmes structures, mais pas du tout de financement, et soit tout de suite. Et tout ça, ça fait partie des évolutions. C'est le rôle de l'État d'essayer de les accompagner. Et en même temps, mais de les accompagner en se concentrant sur son régalien, et pas en essayant de faire des choses que souvent des consultants peuvent faire aussi. Je pense à certaines dérives que Business France a eu au cours des dernières, enfin pas des dernières périodes, mais depuis une dizaine d'années. Enfin, Ubi France. Et ça, c'est vraiment important. Se concentrer sur la connaissance et qu'il y ait bien un rôle séparé entre le rôle de l'État, qui doit faire ce que personne d'autre ne peut faire, et puis, en même temps, bien connaître les Français de l'étranger pour utiliser au mieux leur potentiel. On a le sentiment qu'il existe, le réseau est suffisamment dense aujourd'hui pour connaître les demandes des Français de l'étranger. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Mais parce qu'il n'y a pas de démarche pour rechercher, pour vraiment bien connaître. Ça commence un peu, mais c'est pas encore exactement ça. Il y a des endroits où c'est mieux fait aujourd'hui, mais il y a encore quelques années, enfin attendez, excusez-moi, mais on ne savait pas, on ne connaissait pas. Vous aviez créé une entreprise à l'étranger, si vous n'étiez pas avec du capital français, vous n'étiez pas répertorié au service économique et commercial. Et aujourd'hui encore, finalement, ceux qui se sont développés sans l'aide de la France, aujourd'hui, pour les faire revenir et qu'ils soient identifiés, il faut aussi que, finalement, les services français aujourd'hui aient un rôle qui leur permet de se dire, oui, maintenant, ils peuvent m'apporter quelque chose. Et j'en suis convaincu, parce que sur les marchés publics, sur les normes, si on a des produits avec des discussions sur les normes ou les marchés publics, c'est pas une entreprise individuelle qui peut tout gérer, elle peut en faire une partie. Mais à un moment, il y a besoin d'intervention de la puissance publique, en particulier dans les pays où finalement, l'économie n'est pas entièrement libérale. Alix Carnot, sur ce point. Oui, quand je vous entends dire qu'on a besoin de connaissances, c'est certain. On a besoin de main-d'œuvre aussi. Et je voulais vous redire notre idée avec notre réseau Expat Value, c'est de dire vous avez des dizaines de milliers de conjoints partout dans le monde, ultra compétents. Ça, nous, on les connaît par cœur. Notre enquête est vraiment à 40% diplômés de grandes écoles de commerce, grandes écoles de gestion, etc., qui sont prêts, y compris bénévolement, parce que leur but, c'est de trouver du travail et savent que le travail se trouve par le réseau. Donc ce dont ils ont besoin, c'est d'entrer vers le réseau. Et donc ils sont prêts à faire des tas d'activités pour vous aider dans vos événements, à mieux connaître vos clients, etc. Puisque eux, c'est ce qui les rapprochera de leur réseau et du coup du boulot pour eux un jour. En plus, c'est vrai que moi, j'ai constaté plusieurs fois qu'il y avait des inversions de ce point de vue-là. C'est-à-dire un expatrié qui arrive avec son épouse qui ne travaille pas, puis son épouse commence à connaître plus le pays, elle a plus de temps, elle le fait. Et puis au bout de 3 ans, finalement, c'est elle qui a créé une entreprise et qui reste. Et puis l'autre, le jour où le contrat est terminé, il reste, il accompagne l'entrepreneuse. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois. Et c'est aussi très important parce qu'on le voit, par exemple, en Inde, où il n'y a pas de possibilité de travail pour le conjoint de celui qui a été accepté, a eu son permis de travail. Écoutez, regardez, il n'y a pas d'évolution de la communauté française en Inde, malgré tout le potentiel du pays. Et je crois que c'est totalement lié, parce que dès que vous parlez à un expatrié en Inde de sa vie en Inde, la première question, c'est toujours celle-là. Mon épouse ne peut pas travailler. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant. Mais bon, il y a aussi une évolution presque d'année en année où il y a de plus en plus d'époux qui accompagnent les épouses quand même. Pas tellement sur les jeunes. On a été extrêmement surpris de voir que sur les jeunes générations, les plus jeunes, on est sur les 35-40, le taux d'hommes qui accompagnent leurs femmes, pour les expats d'entreprise, c'est assez jeune quand même. Je peux même vous mettre 30-35. On est à 11%. Là où le taux est beaucoup plus important, c'est chez les plus de 50 ans. Parce que monsieur a fini sa carrière, ou monsieur a des problèmes de fin de carrière, et du coup, il suit madame. Et là, on est à 20% chez les plus de 50 ans. Alors on va rester sur comment aider les PME, les ETI à s'internationaliser. On a parlé tout à l'heure donc de Creative France qui a été lancé aujourd'hui par le gouvernement. On parle aussi beaucoup de la French Tech. Marc Villard, on va dans la bonne direction avec ce type d'initiative. Est-ce qu'on commence à prendre en compte le problème ? Oui, je crois que ce qui a été fait depuis ces dernières années, depuis 3-4 ans, pour modifier le dispositif d'appui au commerce extérieur, prendre en compte un certain nombre de réalités, va dans le bon sens. Mais encore une fois, et je ne veux pas faire du French bashing, ce n'est pas vraiment mon style, mais on a aussi un problème d'offre en France. Si vous regardez, on nous dit par exemple toujours au Vietnam, oui, les Allemands sont devant nous. Certes, sauf que les Allemands, ils vendent des machines-outils. Vous me trouvez un fabricant de machines-outils en France ? Les pays émergents ont besoin de machines-outils. On n'en fabrique pas. Qu'est-ce qu'on fait ?
Là aussi, on a ce problème-là. On a un problème d'offre dans de nombreux domaines. Et ça, c'est pas les PME, PMI, les entrepreneurs à l'étranger, ils pourront faire tout ce qu'ils voudront. On fera pas évoluer ça. Je crois que ça, il faut aussi le prendre en compte. Dominique Brenin, tous les ans, vous publiez un baromètre qui parle notamment des obstacles que rencontrent les chefs d'entreprise à l'étranger. Ça fait partie des problèmes qui sont soulignés. C'est quoi les priorités pour les entrepreneurs qui s'installent à l'étranger ? Alors c'est un baromètre que nous réalisons effectivement tous les ans, qui est le baromètre CC international de l'internationalisation des entreprises, et on travaille à la fois sur les freins et sur les objectifs, et on demande en fait aux PME PMI d'identifier les uns et les autres. Clairement aujourd'hui, et on le sait, la taille des PME PMI, la disponibilité de ressources, d'abord je serais tenté de dire de ressources humaines, avant même peut-être des ressources financières, sont des obstacles qui sont systématiquement avancés. Dans les obstacles également, la complexité, la difficulté de saisir à la fois les éléments réglementaires dans le cadre des conditions d'accès à un certain nombre de pays, à un certain nombre de marchés, et puis également un certain nombre de difficultés réglementaires qui sont perçues par les chefs d'entreprise au niveau français. Il y a quelque temps, les problèmes de relations avec les douanes, par exemple, étaient assez systématiquement évoqués. Il y a eu là aussi un travail tout à fait considérable de rapprochement des acteurs de la douane en France, des entreprises, avec une finalité de créer une véritable relation de partenariat et de facilitateur entre la douane et les entreprises. Donc les freins, financement, ressources humaines, complexité des dispositifs, au-delà de tout ce que l'on sait et de tout ce sur quoi il faudrait travailler en France, permettant la création et la constitution d'ETI et avec des tailles d'entreprises plus grosses, plus importantes, pour leur permettre d'aller à l'international. Après, les cibles ou l'objectif de l'internationalisation d'une entreprise, c'est très 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 largement tout le temps le même. C'est j'ai besoin et je veux développer mes marchés. Et dans une situation où la croissance en France et la croissance en Europe est relativement faible, ou en tout cas très largement atone, on a vu les évolutions entre l'attractivité du Brésil et des grands émergents il y a quelque temps, et puis un retour sur une concentration sur des marchés de proximité depuis quelque temps, compte tenu du fait du ralentissement ou des incertitudes majeures sur le Brésil, sur la Chine, l'immense difficulté que les entreprises françaises ont à pénétrer l'Inde, qui fait que la présence française en Inde est extrêmement faible. Et d'une certaine façon, quand nous interrogeons, y compris notre directrice générale en Inde, ou les patrons successifs des bureaux Business France, on a le sentiment qu'en Inde, on n'y arrive pas et qu'on ne va pas y arriver. Mais l'objectif, il est là, c'est garantir la pérennité de l'entreprise en lui permettant de dégager ou d'accéder à de nouveaux marchés. Une entreprise, c'est fait pour vendre, que ce soit du service, des biens de consommation, des biens industriels. Encore faut-il qu'effectivement, on ait encore ces produits, ces biens et ces services en France, et qu'on soit en capacité de les vendre à l'étranger à des prix compétitifs, en respectant ou dans le respect avec nos principaux partenaires et concurrents, notamment européens, selon les mêmes règles du jeu, ce qui n'est pas toujours évident, ce qui n'est pas toujours le cas, loin s'en faut. Alors le temps passe, on va essayer de passer au dernier point de cette table ronde avant de laisser la parole aux personnes dans la salle qui ont des questions pour vous. C'est d'ailleurs sans doute une des solutions à toutes les difficultés qu'on vient d'évoquer, c'est faire rayonner la marque France. On en parle beaucoup en ce moment. Alain Mette et Jacques, c'est une de vos missions. Est-ce que c'est un défi ? Est-ce que c'est de plus en plus facile ? Je crois que la marque France a une bonne image globalement. Ça dépend des secteurs. Évidemment, il faut faire je crois qu'il y a des domaines. Je crois qu'il faut s'abstenir de généraliser. Je crois qu'il y a des domaines dans lesquels la marque de l'entreprise elle-même est plus forte que la marque France elle-même. Il y a d'autres domaines dans lesquels s'appuyer sur la marque France peut être utile. Donc, pour revenir à ce qui a été dit à l'instant, je pense qu'il est bien évident que pour faire rayonner la France, d'abord, et c'est ce qui était dit par Dominique Brenin à l'instant et par Marc Villard, il faut d'abord que les entreprises françaises soient fortes et compétitives en France. Et parce qu'il n'y a pas de miracle. Si l'Allemagne exporte
3 fois plus que la France, c'est que l'industrie allemande est 3 fois plus importante que l'industrie française. Donc il faut revenir parfois à des basiques. Et donc, je pense qu'il faut d'abord, et puisqu'on est ici au Sénat, le dire, que toutes les mesures qui renforcent la compétitivité des entreprises, qui allègent leurs charges, qui leur permettent d'être plus dynamiques, c'est ça qui leur permet d'être plus efficaces aussi à l'exportation. C'est le premier élément. Ensuite, tous les autres éléments qui peuvent être mis en œuvre pour, à partir de ce potentiel, l'améliorer au maximum à l'international sont utiles. C'est pour ça qu'il faut d'une part, ça a été dit, mais je le redis, on a un dispositif extrêmement intéressant, extrêmement complet. Il faut continuer à le simplifier pour le rendre le plus opérationnel, le moins coûteux possible et le plus facile à comprendre pour nos entreprises. Il faut certainement le compléter sur tel ou tel point. C'est des petites choses. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes choses dans lesquelles on soit en retard par rapport aux autres, mais il y a des petits points sur lesquels on peut l'améliorer. Et puis jouer sur la marque. Là, il y a la semaine dernière, pour vous donner un exemple, on a organisé, notre comité Amérique du Nord a organisé à New York une opération qui s'appelle le Best of France, qui consistait à privatiser, si j'ose dire, une partie de Broadway et pendant tout le week-end, et avec 150 exposants français, aussi bien d'ailleurs dans la gastronomie de luxe que dans les hautes technologies, et qui étaient exposés à tout le monde qui passe sur Broadway. Un week-end sur Broadway, il passe quand même beaucoup de monde, je peux vous dire. Et c'était une manifestation justement là où et c'était non seulement Best of France, donc la France en elle-même, mais aussi des marques extrêmement variées. Il y avait la vache qui rit, par exemple, pour citer un exemple. Je pense à ça parce que donc des marques qui sont extrêmement fortes. Et je crois qu'on sous-estime d'ailleurs en France la valeur qu'ont certaines de nos marques. Je pense qu'on a des marques extrêmement connues et qui souvent d'ailleurs aujourd'hui sont tombées un peu en désuétude. Et on commence à voir d'ailleurs, ça m'a été cité il n'y a pas longtemps, on commence à voir des entreprises étrangères qui commencent à vouloir investir en France uniquement pratiquement pour récupérer des marques. Donc je pense qu'il faut veiller à ça et je pense qu'il faut valoriser notre marque France globalement. D'ailleurs je regrette un peu que l'initiative qui a été lancée il y a 2 ans pour travailler sur la marque France globalement avec M. Lechner, je ne sais pas où elle est passée celle-là, mais ça a complètement disparu dans les sables. Enfin moi, en tout cas, j'ai plus de nouvelles de ce truc-là. Dommage parce que j'aurais aimé savoir simplement ce qui était proposé dans cette étude. Je n'ai jamais rien vu. Et donc travailler sur la marque France globalement, des choses aussi qui sont basiques. Quand on participe à un salon à l'étranger, je pense qu'il serait quand même extrêmement utile. On le fait parfois, mais pas systématiquement, que tous les exposants français soient regroupés dans la même zone. Ce n'est pas toujours le cas. Et même parfois, pas toujours. Donc, vous voyez, des choses comme ça, toutes simples, qui permettent de renforcer, de donner plus d'impact à notre marque. Et puis, encore une fois, travailler sur nos marques d'entreprise, qui sont souvent de très, très belles marques. Marc Villard, vous êtes dans les cosmétiques. On peut donc imaginer que la marque France, pour vous, c'est primordial. Effectivement, en fait, je suis dans la cosmétique, mais je suis plutôt dans la dermo-cosmétique et la parapharmacie. Mais enfin, je ne ferai pas de publicité pour les marques que je représente. Mais effectivement, mais en plus, je suis dans un pays où il y a une tradition. Le Vietnam, il y a une tradition de marques françaises. D'ailleurs, vous citez des marques connues. Il y a la vache qui rit et les pâtés Enaf. Les pâtés Enaf, c'est quand même une valeur sûre. C'est une valeur sûre au Vietnam. Oui, bien sûr. Mais je vais encore rebondir là-dessus. J'ai contacté des entreprises françaises de produits dermo-cosmétiques connus en leur proposant de les implanter au Vietnam. J'ai même pas eu le temps de finir de leur exposer ce que je voulais leur proposer. Ils m'ont répondu, écoutez, non, ça nous intéresse pas dans l'immédiat. Rappelez-nous plus tard. J'ai insisté en disant, mais écoutez, vous avez quelqu'un qui vous appelle d'un pays où vous n'êtes pas implanté, qui a une histoire de succès quand même. On a implanté la marque Aven au Vietnam avec beaucoup de succès. Je vous propose quelque chose, vous ne voulez pas m'entendre. Non, écoutez, non, c'est pas dans nos plans. Envoyez-nous la présentation de votre entreprise, on rappellera plus tard. Donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est pour ça que je disais aujourd'hui, quand on va dans un salon, par exemple à Hong Kong, dans un salon comme Cosmoprof, c'est plus facile pour nous de travailler avec des boîtes. Alors pour l'instant, on est encore raisonnable, on se tourne que vers les Européens. Et je suis en pourparlers avec des Espagnols et avec des Italiens, et ça avance malheureusement, si je puis dire, beaucoup plus vite qu'avec des sociétés françaises. Je voudrais revenir sur quelque chose, sur ce qui a été une grande amélioration, à mon avis, dans l'appui au développement du commerce extérieur, mais c'est plus pour les grands groupes que pour les PME-PMI, c'est la notion de diplomatie économique.
Et même si on n'est pas encore allé tout à fait au bout, parce que pour moi, j'avais eu l'occasion de le dire à Laurent Fabius, pour moi, la diplomatie économique, ça serait la diplomatie de la canonnière. Tu veux plus que j'importe mon vin et mes téléphones par avion, ok, désormais tes crevettes, on va les dédouaner à Plougastel d'Aoulas. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais grâce maintenant à la diplomatie économique, à l'obligation qu'ont les ambassadeurs, il faut dire que certains le faisaient déjà, de s'impliquer, on a beaucoup plus de réactivité des autorités françaises quand on rencontre des problèmes, ce qui n'a pas toujours été le cas. Pour terminer, Monsieur Lecomte, sur la marque France, comment on fait pour mieux la faire rayonner, même si ça a commencé aujourd'hui, depuis quelques années? Je pense que ça passe d'abord par une image de la France la manière dont la France est perçue dans le monde est complètement liée à la manière, si on parle de la marque France, c'est totalement lié. Donc ça passe par une politique extérieure qui est comprise par l'affirmation de valeurs et par le fait que finalement on développe un certain nombre, par notre politique étrangère, un certain nombre de principes qui peuvent être partagés par beaucoup dans le monde. Ensuite, ça a été dit, je ne vais pas le répéter, faire en sorte que finalement notre tissu industriel soit effectivement capable de répondre aux besoins du monde et de sa croissance. C'est pas ce que je vais dire n'est pas. Finalement, depuis quelques années, ça a été dit dans plusieurs rapports, on s'est dit, bon, allez, on ne va pas arriver à être compétitif avec l'Inde, la Chine ou autre, donc développons-nous sur les secteurs où finalement il n'y a pas de compétition. Donc le tourisme, l'hôtellerie, etc. Bon, c'est bien, mais le problème c'est que pendant ce temps-là, on ne profite pas de la croissance du monde. Et donc il faut revenir, il faut accepter de trouver les moyens et les innovations qui nous permettent et qui permettent aux entreprises françaises d'être présentes pour accompagner la croissance du monde. Ce que les entreprises allemandes ont mieux fait. Mais ça vient aussi, finalement, ça vient de loin. Ça vient d'une manière d'aborder des projets industriels sur des dizaines et des dizaines d'années par les entreprises intermédiaires allemandes, alors que les entreprises françaises, excusez-moi, mais j'en ai eu plusieurs en partenaire, il suffit qu'il y ait un dirigeant qui change et toute la stratégie change du jour au lendemain et vous n'êtes même pas informé. Et il y a des stratégies beaucoup plus financières, des fragilités financières, des stratégies beaucoup plus financières qui finalement empêchent ce développement industriel. Et je dis financière, mais finalement, les responsables politiques ont aussi leur part de responsabilité. À force de changer un certain nombre de règles, et je peux penser en particulier à l'industrie automobile, mais c'est un exemple. On change des règles tout le temps, plutôt que d'avoir sur 30 ans une politique cohérente sur le domaine. Si bien que finalement, on affaiblit nos entreprises. Et il leur reste juste l'aspect financier pour gérer, donc après ça devient compliqué. Bon, c'est tout ça qu'il faut progressivement essayer de modifier, se rendre compte que finalement la croissance du monde, si on veut que la France en profite, il faut qu'elle ait un tissu industriel innovant et adéquat. Or, ça fait effectivement 15 ans jusqu'au rapport gallois, jusqu'au pacte de responsabilité, que finalement on avait plutôt comme stratégie de se dire on n'arrivera pas avec les autres, donc restons sur un certain nombre d'activités où on ne risque pas d'avoir de la concurrence des Chinois et des Bengalis. Mais ce n'est pas comme ça qu'on profite de la croissance du monde. Bien, merci. Je vous propose de passer aux questions de la salle. Est-ce qu'il y a des points dans la salle qu'on n'a pas pu aborder ou des points que vous souhaitez qu'on approfondisse? On va commencer par là-bas, la personne qui a levé la main en premier. Bonjour, merci pour cette table ronde très intéressante. Mathieu Pouydesseau, conseiller au commerce extérieur de la section de Berlin, en Allemagne. Donc nous avons eu la chance d'avoir une séance de travail la semaine dernière à Berlin avec Monsieur le ministre ainsi qu'avec Monsieur l'ambassadeur, où nous avons notamment revu aussi tous les dispositifs qui sont mis en place pour aider les entreprises à exporter vers ce pays qui est plutôt plus exportateur qu'importateur. Et j'ai été frappé par 2 points. Ce sont les 2 points que je voudrais aborder ici dans ma question. Le premier point, c'est qu'il y a encore aujourd'hui, malgré l'effort de rationalisation qui a été mis en place, surtout depuis la nomination de Matthias Fekl, il y a encore beaucoup de structures qui existent, qui ont des compétences ou des attributions très proches, avec donc une juxtaposition des missions qui manifestement parfois entraîne aussi une complexité pour les différents acteurs pour comprendre à qui s'adresser.
C'est ainsi que j'avais donné par exemple comme exemple une PME française de l'informatique, puisque mon domaine c'est l'informatique, s'était adressée à moi pour les aider à trouver des partenaires en Allemagne pour pouvoir développer un réseau commercial sur place. Et c'est en discutant au cours de cette réunion que l'on a découvert qu'un certain nombre d'acteurs institutionnels au sein de Business France ou au sein même des chambres de commerce ou des différentes structures en place avaient éventuellement des moyens pour aider cette PME à trouver des partenaires en Allemagne. Celle-ci n'en avait absolument aucune idée, et moi-même, conseiller au commerce extérieur, je n'en avais aucune idée. Ça montre qu'il y a ici encore un énorme travail à faire, mais qu'il y a aussi une juxtaposition des structures qui nuit à la visibilité des dispositifs pour les différents acteurs sur cette question-là. Et le deuxième point, c'était pour rebondir sur deux choses qui ont été dites tant par M. Brunin que par Marc Villard, que je salue au passage, parce que je ne l'ai pas vu encore aujourd'hui. C'était sur deux points qui sont ceux des compétences et des atouts des Français à l'étranger pour construire aussi une espèce de veille économique des besoins des pays de résidence vis-à-vis des expertises de la France. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement peu fait. Je me souviens d'un plan qui avait été présenté à l'époque où Fla Pellerin était encore secrétaire d'État à la question, où en fait tout partait de forces supposées qui avaient été définies dans des cabinets ou des instances en France, mais qui ne s'étaient pas posé la question, mais quels sont les besoins et les demandes qui peuvent être présentes à l'étranger et qui peuvent trouver éventuellement en France la PME ou le grand groupe qui pourra l'y fournir. Alors l'exemple du pâté ENAF est un exemple bien sûr qui parle à tous les Français que nous sommes et qui sommes tellement férus de gastronomie. Et on a souvent parlé de nourriture d'ailleurs depuis le début de ces journées, ce qui montre bien notre attention au sujet. Mais en informatique, c'est aussi un sujet. Il y a des compétences ingénieriales en France qui peuvent répondre à beaucoup de questions, par exemple sur les questions de programmation, où en Allemagne on a un énorme déficit en programmeurs et où un certain nombre de sociétés pourraient très bien trouver ici des débouchés pour aider des entreprises en Allemagne qui, sur des aspects très spécifiques, ont ces besoins de programmation. Mais pour articuler ce besoin-là, il faut aussi que toutes les structures soient à l'écoute du marché allemand pour en comprendre en fait les demandes et les répercuter ensuite vers la France. Et j'ai l'impression que ce passage-là, et c'est ma deuxième question, n'a pas actuellement la même efficacité que l'aide aux grandes entreprises dans l'autre sens. Voilà. Alain Météjac, vous souhaitez répondre au moins à la première question. Sur le premier point, oui, sur le premier point, je souscris tout à fait à ce que vous dites. Il y a 3 ans, j'avais été chargé de faire un rapport sur le dispositif à l'export, et je navigue dans ces eaux depuis très longtemps, je croyais tout connaître, et en faisant le rapport, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'organismes que je ne connaissais même pas, et qui existaient aussi, déjà, donc dans tous les domaines, puisqu'on a cité Business France et les chambres de commerce, mais il y a la Sopexa, il y a Tout France, il y a les organismes qui s'occupent de la promotion du film, ceux qui s'occupent de la promotion du livre, ceux qui s'occupent de la promotion, enfin, on en a quand même une ribambelle, et comme on dit parfois, la France n'a pas le record du monde de l'exportation, mais on a probablement le record du monde du nombre d'organismes qui s'occupent d'exportation, puisque aucun autre pays au monde n'a un dispositif aussi foisonnant. Donc je pense que ce qui a été entrepris depuis quelque temps, et qui va dans le sens de la simplification et du regroupement, est une très bonne chose. Mais qu'il faut continuer dans cette direction, qu'on n'est pas encore au bout du chemin. Voilà. Donc je pense que je souscris complètement à ça. Il faut d'une part regrouper des organismes, et d'autre part, parce qu'évidemment on ne va pas tout non plus regrouper, il faut mieux articuler et mieux coordonner ceux qui resteront ensuite pour qu'il n'y ait pas de doublons et de complexité excessive dans le dispositif. Et je crois que c'est un des obstacles qui est encore aujourd'hui présent. Sur le deuxième point, Dominique Brunin, peut-être vous voulez répondre ? Oui, juste rebondir très vite sur ce que vient de dire Alain Météjac. La question n'est pas de savoir si on a trop d'acteurs. La vraie question, c'est de savoir, 1, comment ces acteurs s'articulent, et 2, je ne rentrerai pas dans les détails, comment est-ce que les modèles économiques de ces différents acteurs cohabitent. Et ça, c'est une autre question, peut-être autrement plus compliquée. Sur le deuxième point, je pense que c'est vrai, il y a une vraie difficulté de remontée d'informations, et derrière la remontée d'informations, il y a une vraie difficulté d'identification des entreprises françaises susceptibles de fournir tel ou tel produit. Je crois que là, il y a une vraie réflexion à avoir, et il faut établir un processus en utilisant les bureaux Business France à l'étranger, en utilisant les chambres de commerce françaises à l'étranger, en utilisant les conseillers du commerce extérieur de la France, pour faire en sorte que cette information, elle soit captée, qu'à partir du moment où elle est captée,
elles atterrissent en France et que les acteurs qui sont ici soient en mesure effectivement de travailler sur l'identification de telle entreprise, mais non seulement l'identification, mais ça veut dire qu'après, il faut aller chercher l'entreprise, il faut la convaincre, comme l'expliquait très bien Marc Villard. J'ai toujours en tête l'illustration que donnait Jean-Claude Vollot, l'ancien commissaire à la fois à la médiation et à l'internationalisation des entreprises, en disant le chef d'entreprise français, il est tellement bien à pêcher sur son marché de proximité qu'il n'est absolument pas intéressé par la grande mer dans laquelle il pourrait faire 10 fois plus, mais son confort lui permet de travailler, le marché local lui permet... Donc il y a un vrai problème d'appétence aussi du côté des chefs d'entreprise français. Donc il faut identifier, faire remonter, identifier l'entreprise en France, aller chercher l'entreprise en France et l'accompagner effectivement de façon quasi systématique sur les marchés. Là, on a peut-être, avec la transformation des régions, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'en France, ce sont les régions qui ont la compétence du développement économique et du développement international des entreprises. Peut-être que la rationalisation des dispositifs, le nombre de régions, l'établissement des plans régionaux d'internationalisation des entreprises et au sein de ces plans régionaux d'internationalisation, rassembler l'ensemble des acteurs, peut-être que là, on va pouvoir essayer d'aller plus vite et plus loin dans ce sens-là, mais je pense qu'il y a un vrai processus, un vrai process à identifier et à mettre en place. Il y avait une autre question là-bas. Alors, je suis indienne et ça va très bien l'Inde. Je m'occupe de PME. J'ai fait un projet clé en main, 2 même, qui marche très bien. Je me suis spécialisée dans le lait. Je viens de faire, on est en train, un regroupement de PME françaises pour pouvoir offrir du projet clé en main. J'étais en retard parce que j'étais encore avec un client. Donc les choses vont pas mal. Pour ce qui est de Business France, je leur ai acheté des études. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils font. Oui, je peux en dire beaucoup comme ça. Les conseillers du commerce extérieur, je ne sais pas très bien non plus. Je l'ai été, hein. Bon. Mais je vais sur le terrain. Ce que je sais, c'est que les clients que je vois et qui m'achètent des équipements me demandent souvent qu'est-ce que c'est que ces réunions Business France, tout ça. Dites-le nous, parce qu'on ne veut pas recevoir des industriels qui viennent une fois et ne pas les revoir. Donc je suis celle qu'ils appellent, et même s'ils m'appellent le jour de Noël et que je suis à Paris en famille, le lendemain, je reprends l'avion pour être auprès d'eux. Voilà. Ayant dit ça, il y a une chose que je ne comprends pas, moi. Nous avons parlé avec beaucoup de la corruption, je l'ai évité. Je travaille pour Lactalis aussi, donc à chaque fois qu'il y a eu des soucis de mafia sur la collecte du lait, etc., j'ai des anciens légionnaires qui sont là pour nous aider. Je suis dans une histoire de corruption incroyable que le gouvernement français a décidé d'ignorer. Je fais l'objet d'une plainte par la police avec un ancien collaborateur. J'ai été mise en garde à vue. J'ai tout fait pendant ma garde à vue. Plutôt que de demander à la police si elle faisait son investigation, l'ambassade a préféré téléphoner pour savoir si j'avais mangé. Heureusement que je n'ai pas mangé, sinon je serais empoisonnée. Donc c'est la question. À propos de la corruption, on en parle beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Qu'est-ce que fait le gouvernement français? Moi, je vois que les Tchèques, tout le monde, j'ai des avocats béton, hein, font tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que fait la France? Qui souhaite répondre? Bon, je ne veux pas parler de cas particuliers que je ne connais pas, donc je crois que là, je ne peux pas être plus précis là-dessus. Simplement, ce que je dis, moi, d'un point de vue d'entrepreneur, parce que je suis aussi chef d'entreprise, et j'ai aussi des affaires internationales un peu partout, et que ce problème, effectivement, on est confronté à ce problème-là. Et ce que je dis simplement, c'est qu'il y a maintenant des règles extrêmement précises qui ont été mises en œuvre. Il y a les règles de l'OCDE, hein, mais voilà, bien sûr. Et il y a aussi les règles nationales qui ont été mises en place en application des règles de l'OCDE. Il y a aussi le fait que ces questions-là d'intégrité, de transparence deviennent de plus en plus importantes et de plus en plus fortes, et que c'est le devoir des entreprises, des chefs d'entreprise en particulier, de faire respecter de manière extrêmement forte toutes ces règles-là au sein de leurs entreprises, même si parfois c'est au détriment d'un certain nombre d'opérations ou de projets que l'on pourrait gagner par d'autres moyens. Alors c'est difficile, mais je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on peut arriver progressivement
en espérant que, évidemment, les autres pays joueront le jeu dans les mêmes conditions. C'est toujours ça le débat, évidemment. Et c'est là où c'est extrêmement important aussi que les règles que nous appliquons, elles se répandent le plus possible. C'est ce qu'on appelle, dans une beau terminologie française, le level playing field. Il faut qu'il soit le même pour tout le monde. Et je crois que là, il y a encore beaucoup de travail à faire, parce qu'il est évident que tous les pays ne respectent pas ces règles-là. Et je crois aussi, d'ailleurs, c'est une petite incidente que je fais, mais ce serait bien que les autorités françaises, qui souvent, et à juste raison, nous poussent à respecter ces règles, quand elles sont elles-mêmes en capacité, par exemple, d'octroyer des financements par un certain nombre d'organismes français qui organisent des finances, qui donnent des financements pour des projets, elles s'assurent que les entreprises qui bénéficient de ces financements respectent bien ces règles-là aussi. Ça n'est pas toujours, à mon avis, le cas, quoi qu'on en dise. On doit terminer. Merci à tous les 6. Pardon. Non, je suis désolé, on doit vraiment. On a déjà dépassé le temps. Merci beaucoup. Je rends la parole à Hélène Colmemoro pour la conclusion de cette journée. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir été là. Merci à vous. Non, je vous demande simplement encore quelques minutes d'attention parce que